va tout de suite informer les auditeurs. C'est-à-dire que toi, tu es dans le studio à Québec. Moi, je suis chez moi, en banlieue de Montréal, dans mon studio, aménagé chez moi. Et effectivement, on a des rafales de vent qui sont tout à fait épouvantables. Alors, éventuellement, si l'électricité venait à couper, il y aurait interruption de mon intervention. Alors, à ce moment-là, les gens, au moins, sont prévenus de ce qui pourrait se produire dans l'éventualité d'une interruption de courant. Mais soyons optimistes pour ce soir. Voilà, mais ne t'inquiète pas, j'ai un plan B et un plan C. Parfait. On devrait pas se rendre jusque-là. Le sujet du jour ce soir, c'est l'enlèvement de Betty et de Barney. Oui, l'enlèvement de Betty et Barney Hill, tu sais, ça fait aujourd'hui 57 ans presque jour pour jour. C'était l'incident s'est produit dans la nuit du 19 au 20 septembre 1961. Donc, on aura l'occasion d'en reparler plus abondamment dans la deuxième heure de l'émission. Donc, cet événement dont on souligne le 57e anniversaire a marqué profondément l'histoire des ovnis. En fait, cette histoire-là, et pourquoi on revient souvent sur cette histoire-là, parce que c'est vrai, dès que l'on parle d'ovnis et d'enlèvements extraterrestres, même s'il y a des récits qui sont beaucoup plus récents, c'est souvent cette histoire qu'on ramène sur le devant de la scène, parce qu'il y a dans ce récit tous les éléments qui, aujourd'hui, sont associés au soi-disant enlèvement extraterrestre. Donc, la mise sous hypnose des témoins principaux, le temps manquant, le récit à l'intérieur de l'objet, des échanges ou des expériences menées à bord de l'engin, de l'OVNI. Alors, tous ces éléments-là forment un peu le tissu de ce que l'on retrouve aujourd'hui lorsque l'on parle de ces soi-disant enlèvements extraterrestres. Et pour certains, dans cette histoire de Betty et Barney Hill, on l'a beaucoup galvaudé ça. C'est vrai, du côté des ufologues, encore sans donner de nom, il y a récemment des récents ouvrages qui parlaient d'OVNI ont repris l'histoire de Betty et Barney Hill, encore une fois, exploitant certains éléments en disant, voilà, c'est une preuve à peu près irréfutable de la réalité de cet événement. Et c'est un peu à travers ça qu'on va passer ce soir. Est-ce que les événements sur lesquels s'appuient les ufologues pour nous dire cette histoire-là est inébranlable, est-ce que ces éléments-là sont aussi inattaquables qu'ils le prétendent? Et quelle est l'importance que l'on doit attribuer, quelle importance doit-on donner à cette histoire-là dans l'univers des ovnis? Alors ça sera dans la deuxième heure. On va aborder cette question-là. Restez à l'écoute. On a des enregistrements qui ont été faits à l'époque, en 1960, de Betty et de Barney Hill, alors qu'ils étaient sous hypnose, qui m'ont été remis par le docteur Simon lui-même. Et docteur Simon, qui, pour situer les auditeurs, était le médecin traitant qui avait placé les Hill sous hypnose. Et on aura également, je vais faire entendre une entrevue que j'ai réalisée il y a quelque temps avec le docteur Jean-Roch Laurence. Jean-Roch Laurence, il est attaché au département de psychologie de l'Université Concordia à Montréal et il est une sommité mondiale en ce qui concerne les mécanismes de la mémoire versus l'hypnose. Alors, j'ai fait une entrevue sur Jean-Roch Laurence et on a justement abordé cette question des enlèvements extraterrestres et particulièrement la mise sous hypnose de témoins pour leur raviver un peu ces souvenirs occultés, parce qu'on va voir que dans l'affaire de Betty et de Barney Hill, c'est un peu la clé de voûte, cette histoire de souvenirs occultés. Alors, quelle importance doit-on donner à ces éléments lorsqu'ils sont ramenés comme ça à travers la mémoire par des mécanismes comme l'hypnose? La communauté scientifique qui surveille l'espace était très excitée dans les derniers jours puisqu'on a eu d'étranges signaux spatiaux. Ça a fait jaser comme pas possible. On parle de la découverte de 72 sursauts radio rapides en provenance d'une galaxie qui est située environ assez loin. C'est un peu plus loin de Québec-Montréal. 3 milliards d'années-lumière de la Terre. 3 milliards d'années-lumière, oui, parce que on va essayer de garder un peu ce qu'on avait commencé ensemble il y a 2 ou 3 ans maintenant, c'est-à-dire faire une approche, un bulletin un peu de l'actualité, parce que l'actualité insolite, étrange à la fois sur les ovnis, mais aussi sur la physique ou la science, qui est un peu limite de ce qu'on entend généralement à parler dans les grands communiqués scientifiques.
c'est vrai que cette actualité, elle est excessivement riche et chaque semaine, il y a dans des périodiques, il y a des études qui sont menées, il y a des articles, il y a de nouvelles découvertes et c'est justement ce dont on parle ce soir. Donc, cette découverte de 72 signaux. Et ce qui est important ici, Yannick, parce que je sais qu'on a souvent abordé cette question de soi-disant signaux radio extraterrestres. Ouais. Ici, tout de suite, disons-le, un signal radio qui provient de l'espace est fondamentalement de nature extraterrestre. Donc, sur la base de ça, tous les signaux radio qui proviennent de l'espace sont des signaux radio extraterrestres. Oui, puis le vocabulaire est important. C'est important qu'on le mentionne relativement souvent parce que quand on parle d'OVNI, les gens pensent automatiquement au petit bonhomme vert. Mais un OVNI, c'est un objet volant non identifié. Oui, voilà. Ça aussi. Donc, il faut bien s'entendre sur les termes utilisés. Et ici, bien évidemment, quand on nous dit on a entendu des signaux radio extraterrestres, bien évidemment, s'ils proviennent de l'espace, ils sont fondamentalement extraterrestres. La question, évidemment, c'est on sous-entend qu'ils sont d'une origine intelligente, qu'ils proviennent d'une civilisation extraterrestre. Et ici, un peu où on le sait, au cours des dernières années, on a beaucoup parlé de ce sujet-là, et c'est vrai que pour la plupart des auditeurs, ils ont découvert cette idée d'écouter l'espace à travers le film Contact, qui mettait en vedette Jodie Foster, et qui abordait ce projet, le projet SETI, le Search for Extraterrestrial Intelligence. C'est un programme qui a été mis de l'avant dès le début des années 60. Ce programme est toujours effectif aujourd'hui, et il est en grande partie supervisé par la NASA. Ce qui est intéressant ici, c'est que depuis 2 ou 3 ans maintenant, il y a un milliardaire russe, Yuri Milner, qui a décidé d'investir une somme de 100 millions de dollars, et ce, au rythme de 10 millions de dollars par année, pour financer un projet qui s'appelle le Breakthrough Listen ou le Breakthrough Initiative, qui consiste justement à écouter l'espace dans le but de trouver des signaux radio venant d'une civilisation extraterrestre. Ce programme, Breakthrough Listen ou Breakthrough Initiative, c'est 2 programmes qui ont quelques petites variantes, mais qui sont très, très cousins-cousines. Ces 2 programmes, en fait, sont un ajout, un élément tentaculaire au programme SETI, déjà amorcé dans les années 60. Et depuis quelques années, depuis que le programme a été mis de l'avant, 2 ou 3 ans maintenant, et il faut se rappeler qu'à l'époque, au moment où l'annonce du programme avait été faite, il y avait à côté de ce Yuri Milner nul autre que Stephen Hawking, qu'on connaît bien, l'astrophysicien décédé depuis peu, et qui a beaucoup contribué à notre compréhension de l'univers. Donc Stephen Hawking était un peu le représentant de ce programme Breakthrough Initiative ou Breakthrough Listen. Donc tu le comprends, ici on n'est pas à la recherche de petits bonhommes verts, on n'est pas en présence d'illuminés, on est réellement en présence de scientifiques de haut niveau, de haut calibre, qui espèrent détecter des signaux radio d'une nature d'origine extraterrestre, mais dans le sens civilisation extraterrestre. Ce qu'il y a de nouveau dans cette nouvelle apparue cette semaine, c'est que pour la première fois, on a couplé une espèce de système d'intelligence artificielle, une forme d'algorithme d'intelligence artificielle pour analyser ces signaux. Parce qu'il faut savoir, lorsque le programme a été mis de l'avant dans les années 60, écoute, la technologie était excessivement rudimentaire. On pouvait écouter 3 ou 4 des canaux à la fois, alors qu'aujourd'hui, ce sont des milliers de canaux qui sont étudiés, qui sont écoutés en même temps. Donc, on mobilise des grands radiotélescopes, ces grandes oreilles que l'on tourne vers l'espace, et on écoute un peu les signaux qui proviennent du fin fond du cosmos. Mais est-ce qu'écouter, c'est le bon mot, Christian? Parce que, tu sais, moi, j'ai pas tes connaissances, je suis pas un scientifique. Quand tu me parles de radio, je pense à la radio que j'étais en train de faire. Donc, le signal, il s'en va à une antenne, puis l'antenne redistribue des signaux radio qui fait en sorte que la petite boîte, là, qui se promène un peu partout dans la ville, ou encore la petite boîte qui est dans la maison, ben, elle capte ce signal-là. Concrètement, dans l'espace, c'est quoi un signal radio? C'est de la lumière? Donc, c'est ça. Les radiotélescopes, ces grandes antennes tournées vers l'espace, il faut savoir que on fera pas toute l'historique de la radioastronomie, mais tout ça a été découvert au moment où on a commencé à faire de la téléphonie. On s'est aperçu que l'espace parlait. Donc, l'espace était bavard. Donc, il y a toutes sortes de corps dans l'espace, des pulsars, des quasars, les étoiles, les gaz, les galaxies, émettent différentes longueurs d'onde, des ondes, dans certains cas, il s'agit des ondes, des micro-ondes,
d'autres cas, il s'agit d'ondes hertziennes, comme celles qu'on utilise, par exemple, dans le domaine de la radio. Donc, il y a différents types d'ondes qui sont émises par différents corps astraux. Et les radiotélescopes, eux, captent ces signaux-là, les décantent et les classent en fonction de ce qui est observé. Et en fonction des longueurs d'onde utilisées, on a réussi à déterminer on peut même déterminer l'atmosphère d'une planète uniquement en écoutant un peu les ondes radio émises par ce corps astral. Et on se dit que si on trouvait s'il y avait une civilisation extraterrestre qui émettait des signaux radio, parce que nous, on le fait aussi de manière un peu involontaire, là, les émissions de télé, les émissions de radio que l'on fait, lorsque le signal est assez fort, ce signal-là échappe à la Terre et il s'en va dans l'espace. Et il peut voyager comme ça pendant des années, des siècles, sinon des millénaires. Donc, qui sait, quelque part, autour d'une planète située à 30 ou 40 années-lumière de la Terre, peut-être les extraterrestres sont-ils en train de capter les vieilles émissions d'Hawaii 5.0, là. Donc, tu vois un peu ce qui se passe. Et c'est un peu ça. On se dit, si on écoute l'espace, peut-être qu'on pourrait capter des signaux radio qui auraient une modulation qui paraîtrait mécanique ou artificielle. Et cette modulation nous permettrait de considérer qu'il s'agit peut-être d'un signal radio extraterrestre. Ici, ce que l'on a fait, donc comme aujourd'hui on est capable d'écouter des milliers de canaux en même temps, évidemment, ça devient un peu difficile de faire un tri à travers tout ça, de décanter ce qui est intéressant ou non. Et là, on a mis cette espèce d'algorithme d'intelligence artificielle et à notre grande surprise, ou à la grande surprise des astrophysiciens, on a trouvé 72 signaux qui généralement seraient passés, qui de façon de manière plus ouverte seraient passés un peu inaperçus, parce que ces signaux ne durent que l'ordre de quelques millisecondes. Ce sont des explosions d'ondes électromagnétiques, et comme elles sont très très courtes, mais en même temps très puissantes, chaque émission qui dure, comme je l'ai dit, quelques millisecondes, peuvent avoir par exemple la puissance de 10 000 ans l'énergie de notre Soleil. Donc, toute l'énergie que notre Soleil émet pendant 10 000 ans, ces signaux-là peuvent le contenir dans une seule explosion qui dure quelques millisecondes. Comme ces signaux sont très courts, tu comprendras que sans l'avènement ou sans l'utilisation de l'intelligence artificielle, ils seraient passés inaperçus. Donc là, maintenant, on les a captés. On en a 72 de ces signaux-là. Les plus intéressants, tu l'as mentionné également, proviennent dans une région très éloignée de l'espace, qui est à 3 milliards d'années-lumière. Et 3 milliards d'années-lumière, quand on sait que la lumière voyage à 300 000 kilomètres à la seconde, alors tu peux imaginer la distance, 300 000 kilomètres secondes multiplié en minutes, multiplié en heures, multiplié en jours, multiplié en années. Et là, on parle ici de 3 milliards d'années. Donc, si c'est une civilisation qui a émis ce signal radio, le signal radio voyage depuis 3 milliards d'années. Donc, il y a de fortes chances que s'il s'agit d'une civilisation extraterrestre, cette civilisation a disparu. La Terre était presque au début de sa création. En fait, la Terre n'existait même pas à ce moment-là. Oui, c'est vrai, t'as raison avec le calcul. Oui, t'as raison. La Terre existe grosso modo depuis à peu près 15 milliards d'années. Donc, mais j'ai bien dit, s'il s'agit d'une civilisation extraterrestre, parce que faut bien le dire, ce n'est pas l'hypothèse qui est favorisée par les astrophysiciens. Donc, on est très excités par ces signaux radio très, très courts, très puissants, qui paraissent presque être artificiels. Mais au moment où on se parle, les astrophysiciens pensent davantage qu'il pourrait s'agir d'explosion d'étoiles ou une étoile qui entrerait en explosion, qui serait entrée en explosion, puisqu'on parle d'un événement qui s'est produit il y a 3 milliards d'années. Donc, cette étoile exploserait et comme elle serait à proximité d'un trou noir, évidemment, ça créerait une espèce de perturbation électromagnétique et à ce moment-là, l'énergie serait attirée dans le trou noir. On ne capterait donc que le moment de l'explosion, en fait. Donc, c'est l'hypothèse actuellement favorisée par les astrophysiciens, mais comme le signal semble effectivement avoir une forme de modulation, que les scientifiques, les astrophysiciens, je le rappelle, semblent associer un trou noir, ils reconnaissent quand même qu'on ne peut pas rejeter du revers de la main que le signal pourrait être de nature artificielle. Et bien sûr, s'il est de nature artificielle, on parle obligatoirement d'une civilisation extraterrestre. Mais tu t'imagines par la puissance du signal qu'il faut que cette civilisation extraterrestre jouisse de connaissances technologiques qui sont excessivement éloignées des nôtres et qui, au moment où on se parle, sont à peu près inconcevables
en fonction de la science telle qu'on la connaît aujourd'hui et en fonction des développements technologiques. Et j'ai écouté l'entrevue de l'astrophysicien Robert Lamontagne, qui lui est de l'Université de Montréal. Puis il mentionnait qu'il y avait plusieurs hypothèses qui étaient envisagées. Puis là, je me suis dit, c'est sûr qu'il va nous faire un coït interrompu. Et il nous a fait un coït interrompu parce qu'il nous a dit, parmi les hypothèses qui étaient envisagées au départ, on parlait de signaux qui pourraient provenir accidentellement d'un engin spatial mu par une voie solaire bombardée d'énergie et qui laisserait passer des émissions détectables, un peu comme le tuyau d'échappement de votre voiture. Mais selon lui, c'est pas mal la dernière hypothèse. Là. Voilà. Donc, et en fait, là-dessus, il a absolument raison. Donc, lorsqu'il évoque ça, on le voit, les astrophysiciens retiennent la possibilité qu'il pourrait peut-être s'agir d'une technologie extraterrestre qui fait ces émissions, mais c'est vrai qu'elle est complètement en bas de la liste. C'est-à-dire qu'il y a 50 autres hypothèses dans le domaine de l'astrophysique qui doivent être explorées avant de conclure en une présence ou une activité de nature extraterrestre. On parle ici, bien sûr, de civilisation extraterrestre. Christian, tu voulais nous parler de drogue dans cette émission. Oui, effectivement. Parlons un petit peu de drogue. On sait que la marijuana va être dans les prochaines semaines sera légalisée. Mais là ici, je vais te parler d'une autre drogue. Je sais pas si tu étais un grand consommateur, mais bon. Tu veux la drogue en question? La drogue en question s'appelle le diméthyltryptamine. Ah, je l'ai jamais essayé, celle-là, Christian. Ça, c'est, écoute, quand t'écris ça, là, au Scrabble, là, ça rapporte beaucoup de points, ça. Donc, le diméthyltryptamine, c'est une drogue hallucinogène qu'on appelle dans le milieu une drogue psychotrope. Et pourquoi je te parle de ça? C'est que voilà qu'on a une équipe de scientifiques, une équipe belge du Coma Science Group, et on a également une équipe britannique qui, elle, est le Psychedelic Research Group. Ces deux groupes de recherche scientifique, et ça, on parle d'une étude qui vient d'être publiée dans le Frontier in Parapsychology, donc un article publié dans un périodique scientifique respecté. D'ailleurs, à la fin de l'émission, je mettrai sur le site de Radio X l'étude en question. C'est donc ces deux groupes de chercheurs, ce qu'ils ont fait, ils ont utilisé un groupe de volontaires, on parle de 6 femmes et 7 hommes âgés moyennement d'à peu près 35 ans, et ils leur ont administré cette fameuse drogue, ce diméthyltryptamine, qui provoque des effets hallucinogènes très rapidement, mais de courte durée. Et ce qui ressort de l'étude, c'est que ces gens-là ont vécu une expérience. En fait, les sensations observées étaient assez proches de ce que les gens qui vivent des expériences de mort imminente. Alors, les morts imminentes, c'est au moment où certaines personnes vont connaître une mort clinique, donc arrêt cardiaque, arrêt des activités cérébrales. Les gens ont l'impression de sortir de leur corps. Dans certains cas, ils ont l'impression de glisser à l'intérieur d'un tunnel, de se retrouver avec une vision entre guillemets de l'au-delà. Donc, ce sont des expériences de mort imminente qu'on a longtemps appelé les NDE, les Near Death Experience, si on utilise l'expression anglophone. Et donc, ces gens-là, ce qu'ils ont constaté, c'est qu'avec l'absorption de cette drogue, de ce psychotrope, on réussissait à reproduire chez des patients des sensations, des visions qui étaient quand même assez proches de ces fameuses expériences de mort imminente. Alors, c'est intéressant de se dire, bon, voilà qu'une drogue est capable de reproduire cet effet. Moi, je suis resté un peu sur ma faim parce que pour avoir lu l'étude, j'ai trouvé que les scientifiques passaient aux côtés de certains éléments importants. Donc, l'un des premiers éléments importants que moi j'ai noté en lisant l'étude, c'est qu'ils ne cherchent pas à essayer d'expliquer pourquoi, quels sont les mécanismes naturels qui provoquent ça. Parce qu'il faut bien se le dire, ici nos cobayes, si je puis dire entre guillemets, ont reçu cette dose, hein, ce diméthyltryptamine. Et là, ben évidemment, il y a eu cette espèce de voyage psychotrope, ce voyage psychédélique avec la drogue. Mais dans un cas naturel, lorsque les gens arrivent, on connaît une mort clinique où ils arrivent à l'hôpital et qu'ils ont cette expérience de mort imminente, ben évidemment, difficile de dire qu'ils ont été drogués au diméthyltryptamine, tu comprends? Oui. Alors là, évidemment, on accuse, on se dit oui, mais peut-être que ces gens-là avaient une espèce de cocktail de médicaments qu'ils reçoivent à l'hôpital, parce qu'évidemment,
évidemment, les gens arrivent à l'hôpital, ils sont dans une situation d'urgence, on va leur administrer certaines drogues, massage cardiaque pour les ranimer, les ramener à la vie, et peut-être dans ce cocktail de médicaments, y a-t-il des psychotropes, qui entraîneraient ces espèces d'hallucinations. La problématique ici, c'est qu'il y a eu d'autres recherches qui ont été menées par d'autres groupes de chercheurs et qui ont clairement établi les listes de médicaments qui avaient été donnés à certains patients qui ont vécu des expériences de mort imminente. Et dans la plupart des cas, je dirais même dans la majorité des cas, on ne retrouvait pas dans ce cocktail de médicaments quelques psychotropes que ce soit qui auraient pu entraîner ces visions de l'au-delà. Alors, si ce ne sont pas des psychotropes administrés aux patients qui vivent des expériences de mort imminente, il faudrait essayer de comprendre quel est le mécanisme de cette drogue sur le cerveau et comment expliquer que le cerveau, de façon naturelle, pourrait réussir à recréer des effets semblables. Donc, beaucoup plus de questions peut-être que de réponses, mais néanmoins, on voit que c'est un sujet qui est passionnant. On voit qu'au niveau de l'élite médicale, on s'intéresse à ces questions là, et le sujet des expériences de mort imminente est loin d'être clos. Donc, on avance à petits pas, on découvre des choses, mais très souvent, comme dans ce cas-là, les découvertes semblent soulever beaucoup plus de questions que de réponses. Puis on en a déjà parlé, toi et moi, et ce qui me perturbe un peu à chaque fois que j'entends parler de ces fameuses morts imminentes-là, c'est souvent qu'on parle de ce fameux corridor, suis la lumière, puis là, il y a des gens que tu connais ou que tu connais pas qui sont là, qui t'attendent, qui tentent de te rassurer. C'est particulier, ça, que partout sur la Terre, ce soit le même type de témoignage. Ouais, en fait, ce qui est amusant aussi, tu vois, tu mentionnes ça, puis en même temps, tu vois, cette explication-là vient s'opposer, en fait, le mécanisme lui-même ou les étapes qui sont vécues par les gens qui vivent des expériences de mort imminente s'inscrit directement à l'encontre de cette hypothèse de la fameuse drogue psychotrope. Et je m'explique. C'est-à-dire que les scientifiques disaient, bon, les gens qui vivent une expérience de mort imminente, tu as parlé de ce corridor, il n'est pas toujours présent. Mais ce que l'on retrouve dans les expériences de mort imminente, d'abord, soulignons qu'à peu près 30% de la population vont vivre une expérience de mort imminente. Quand je parle de 30%, je parle de 30% de gens qui vont vivre des morts cliniques. Donc, ce n'est pas forcément parce que tu as une mort clinique que tu vas vivre une expérience de mort imminente. Évidemment, la question qu'on peut se poser ici, peut-être que 100% des gens qui vivent des morts cliniques vivent une expérience de mort imminente, mais peut-être que seulement 30% d'entre eux s'en rappellent. Ah. Quoi qu'il en soit, sur le nombre de gens qui vivent des morts cliniques, 30% d'entre eux disent avoir vécu cette fameuse expérience de mort imminente. Cette expérience de mort imminente, même si elle n'est pas vécue exactement de la même façon par les sujets, elle a toujours à peu près les mêmes épisodes. Et ces épisodes se suivent, ce sont un peu comme des étapes. La première étape, c'est ce que les chercheurs appellent le départ. Donc, la personne a l'impression de sortir de son corps. Donc, il se voit généralement à la troisième personne. Il est en dehors de son corps, il voit son corps sur la table d'opération, dans son lit d'hôpital, sur la civière, mais peu importe, il a une vision extérieure. Ensuite, il y a le voyage. Pour certains, ça se fait instantanément. On est dans la salle, la salle d'opération, et puis soudain, on est ailleurs. Pour d'autres, il y a ce passage à travers le tunnel où les gens vont arriver dans un autre endroit. Donc, c'est ce voyage. Pour certains, il y a le passage dans le tunnel. Pour d'autres, ça se fait instantanément. Mais il y a toujours cette idée de voyage. Et ensuite, les gens se retrouvent, c'est ce qu'on pourrait appeler l'accueil. Ils se trouvent dans un univers souvent rempli de lumière. Parfois, il y a des gens dans cet univers-là qui les accueillent. Il y a ensuite la phase, disons, de la remise en question ou de la discussion. Donc, la personne souvent est confrontée à un choix. Je reste, je retourne dans mon corps. Il est confronté aussi parfois, et généralement, c'est là que ça se produit, à des images de son passé. Les gens ont l'impression de revoir leur vie défiler sous leurs yeux, et ensuite il y a le retour, donc la personne réintègre son corps. Même s'il y a des variantes dans chacune de ces étapes-là, les étapes se suivent à peu près toujours de la même façon, un peu comme si l'expérience était linéaire. Des chercheurs ont proposé comme explication que si les phénomènes se produisent de cette manière-là, c'est peut-être parce qu'ils correspondent à la façon dont notre cerveau s'éteint. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ton cœur s'arrête, 30 secondes après l'arrêt cardiaque, ton cerveau commence à s'arrêter. Mais ton cerveau ne s'arrête pas. On a cru longtemps que ton cerveau s'arrêtait un peu comme on éteint une lumière, ouverte et fermée. On sait maintenant que ce n'est pas comme ça que ça se produit. Donc ce serait différentes parties?
Voilà, ton cerveau ressemble davantage à une grande maison dont toutes les pièces seraient allumées, et à partir du moment où il y a la mort cérébrale, chacune des pièces s'éteint les unes après les autres. Or, la première partie de ton cerveau à s'éteindre, c'est la partie arrière de ton cerveau, le lobe occipital. C'est là d'ailleurs que résident tes fonctions visuelles. Donc, à partir du moment où cette partie-là de ton cerveau commence à s'éteindre, c'est la première partie qui s'éteint, c'est ce qui ferait que les gens auraient au départ une espèce de vision tunnel, peu à peu comme si le champ visuel se rétrécissait, donnant cet aspect de tunnel. Et l'une des toutes dernières parties de ton cerveau à s'éteindre, c'est une partie qu'on appelle la zone de Broca, qui se trouve sur les lobes temporaux, donc à peu près à la hauteur de tes oreilles. Et c'est dans cette partie-là de ton cerveau que sont logés tes souvenirs autobiographiques. Donc, comme c'est à peu près la dernière partie de ton cerveau à s'arrêter, c'est aussi dans les témoignages de gens qui disent avoir vécu des expériences de mort imminente, c'est à ce moment-là, à la toute fin de l'expérience à peu près, qu'ils ont l'impression de voir leur vie défiler sous leurs yeux, ce qui correspondrait à l'arrêt de cette zone de Broca où sont conservés tes souvenirs autobiographiques. Mais si tout ça correspond à l'arrêt de ton cerveau, en quoi une drogue administrée à des patients peut-il reproduire ce même mécanisme-là? Les gens dans notre expérience, dont je t'ai mentionné, à qui on a administré ce diméthyltryptamine, ces gens-là n'avaient pas leur cerveau qui s'arrêtait et pourtant ils ont vécu une espèce d'expérience de mort imminente en suivant les dites étapes que les scientifiques avaient tendance, il y a 2 ou 3 ans à peine, à associer à des zones de ton cerveau qui s'arrêtaient. Alors ça reste très difficile, on émet une hypothèse qui semble vraisemblable et le coup d'après, cette hypothèse-là est remise en question par de nouvelles découvertes. C'est vrai que c'est un sujet fascinant. Et les scientifiques qui s'intéressent à cette question, qu'ils soient sceptiques, quand je dis sceptiques, que ce soit des gens, par exemple, je sais qu'il y a toute une élite scientifique qui croit que ces expériences-là sont essentiellement des produits de notre cerveau. Et puis, il y a un autre groupe de scientifiques qui, eux, se préconisent davantage une approche, disons, plus ésotérique ou plus mystique, où ils croient qu'il y aurait une survie de la conscience. Mais que les scientifiques soient du côté des sceptiques ou du côté des, entre guillemets, croyants, une chose, il y a un point de vue qui est à peu près unanime dans la communauté scientifique ou médicale qui se sont intéressés, penchés au-dessus de ces histoires de mort imminente, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe et quelque chose de très mystérieux parce que dans bien des cas, selon nos connaissances en neurologie et non seulement en neurologie, mais dans les mécanismes de la mémoire, c'est beaucoup de ces patients-là aurait atteint un niveau où le cerveau n'aurait pas pu conserver de souvenirs ou à tout le moins n'aurait pas pu en fabriquer. Et pourtant, les gens reviennent à la vie en se rappelant des événements, de nouveaux souvenirs qui se sont ajoutés à ceux qu'ils avaient déjà emmagasinés de leur propre vie. C'est très curieux, très mystérieux, très intéressant. Un beau mystère. J'invite les gens, juste avant la pause, à aller faire un tour sur notre page Facebook Radio X-Files. On va parler de ce sujet-là probablement vers la fin de l'émission. Il y a un auditeur qui nous a envoyé une observation qu'il a fait le 8 septembre dernier, donc aux alentours de 21h40, si on peut croire son témoignage. Donc, je vous demande, qu'en pensez-vous? Ça a été filmé par un auditeur de Radio X-Files. C'est une observation qui s'est faite au Parc des Braves, entre le chemin Sainte-Foy puis le boulevard Charest-Ouest. Donc, l'observation se faisait direction nord. Donc, on regardait vers Saint-Sauveur là, pour les gens de Québec là, ou encore vers les montagnes, la réserve faunique des Laurentides. Donc, on attend vos hypothèses. Allez faire un tour sur la page Facebook Radio X-Files pour voir cette observation-là. Et Christian va donner sa propre version à lui vers la fin de l'émission. Je fais une courte pause, on revient. Radio X-Files. Radio X. Merci d'être là. On est avec vous jusqu'à 22h dans cette nouvelle émission sur les ondes de Radio X qui s'appelle Radio X-Files. Vous voulez vous joindre à nous sur notre page Facebook Radio X-Files. C'est le nom de notre page Facebook. Et je vous rappelle qu'il y a une vidéo qui est là. On aimerait avoir vos commentaires. Qu'est-ce que vous pensez que c'est? Une observation qui a été faite. Et beaucoup de gens sont curieux, d'après ce que je peux constater. Donc, allez émettre vos hypothèses. Christian! Oui. On est rendu au moment de mythes et de légendes.
Oui, et pour cette chronique de mythes et légendes, j'ai demandé à David Mani, qui va, comme ça, à peu près une fois par mois, venir nous parler d'une légende qui marque ou qu'on retrouve dans la culture du paranormal. Et il va un peu nous expliquer quelles sont les variantes, d'où ça vient, depuis quand on raconte ces histoires-là. David Mani, qui est un peu l'administrateur de 2 sites, dont Dark Stories, le www.dark-stories.com, et il est également l'administrateur d'un site Facebook qui s'appelle Histoire macabre et insolite. Donc, on peut retrouver ça aussi en tapant sur Facebook Histoire macabre et insolite. Donc, David Mani, on s'est parlé un peu plus tôt cette semaine, va nous parler ce soir d'un événement, ou à tout le moins d'une légende que les gens de Québec connaissent bien. C'est la légende de la Dame Blanche. C'est une espèce d'apparition qui est récurrente à certains lieux, une espèce d'apparition fantomatique. On retrouve cette histoire-là à peu près partout dans les pays occidentaux. Et à Québec, ben évidemment, cette histoire de la Dame Blanche est bien connue des gens de la région, parce que elle est souvent associée aux chutes Montmorency. Alors, David Mani, bienvenue à l'émission Radio X-Files. Oui, merci Yannick, Christian, bonsoir vous deux. Bonsoir. Bonsoir. La Dame Blanche, plusieurs personnes m'en ont parlé parce qu'ils ont fait des observations selon eux. Moi, j'ai jamais eu la chance de la voir, cette fameuse Dame Blanche-là. Christian, je sais pas, toi, est-ce que tu peux me confirmer que les hallucinations collectives, ça existe pas? Non, les hallucinations collectives n'existent pas. Donc, une hallucination, elle est propre à un individu. Donc, à partir du moment où t'as des mécanismes qui vont entrer en ligne de compte et qui vont faire une apparition, ben évidemment, cette apparition-là est propre à toi. Lorsque l'on parle de phénomènes comme les Dames Blanches, ce genre d'apparitions qui sont récurrentes, ce qui est assez caractéristique de ce genre d'histoire, c'est qu'on arrive difficilement à trouver un témoin de première main. C'est souvent la personne qui connaît quelqu'un qui a vu le phénomène. Et lorsque le phénomène se produit, bien souvent, il peut y avoir une explication d'ordre tout à fait naturel, là, sans avoir besoin de faire intervenir l'au-delà. Mais je vais laisser la parole à David. D'où viennent ces histoires de Dames Blanches et quelles sont les variantes que l'on connaît? Oui, ben pour commencer, il faut dire que le terme Dame Blanche a beaucoup de connotations, puis il a probablement été un peu galvaudé avec le temps, ce qui fait que le terme est utilisé pour décrire plusieurs apparitions de nature diverses. Aujourd'hui, si on fait le tour de toutes les légendes, des vieilles légendes originales, si on veut, puis des légendes urbaines qui sont plus récentes, traitant des Dames Blanches, on réalise assez vite que toutes ces histoires-là ont entre elles à peu près qu'un seul lien, soit l'apparition d'une femme. Puis, dans la majorité de ces histoires-là, apporte une robe blanche ou un châle blanc. OK. Mais bien souvent, on l'associe aussi à une mariée, hein. Je pense, par exemple, on a même une pièce de monnaie de la mariée, une pièce de monnaie canadienne, là, qui est tout à fait court officielle, sur laquelle on voit la mariée de l'hôtel, le Fairmont de Banff en Alberta, et qui est effectivement une apparition d'une Dame Blanche également. Oui, mais effectivement, Christian, les jeunes mariés, ceux qui ont eu des mariages qui généralement sont assez tragiques puis écourtés, mettons, sont assez récurrents là, dans les histoires de Dames Blanches, effectivement, puis partout à travers le monde. OK. Et quand tu parles de ces Dames Blanches-là, bon, on connaît l'histoire de cette soi-disant mariée qui apparaîtrait au pied des chutes Montmorency. Est-ce qu'on a d'autres régions au Québec où on a ces récits de Dames Blanches? Oui, ben sporadiquement, on a quand même certaines légendes urbaines. On a aussi des légendes qui sont plus vieilles. Je vous dirais qu'on a la dame au glaïeul aussi, qui est un type de dame blanche, mais qui est plus est un petit peu plus maléfique, mettons. On raconte que ce serait un esprit maléfique qui s'attaquerait aux voyageurs, aux pêcheurs qui navigueraient sur les eaux du Saint-Laurent la nuit, apparaître de la ville de Québec puis le bas du fleuve. Bon, tout se passe à Québec? Ben là, c'est à partir de Québec jusque dans le bas du fleuve. Fait qu'elle couvre un peu plus de périmètre. Là. OK. Mais cette apparition-là, encore une fois, c'est une femme qui est très belle. On raconte qu'elle a des yeux verts, une chevelure magnifique, est vêtue d'une grande robe blanche. Puis elle porte évidemment un bouquet de glaïeuls, d'où son nom d'ailleurs, la dame au glaïeul. Okay. Elle utilise sa beauté un peu pour gagner la confiance des voyageurs. Puis elle essaie de les étrangler ou de les noyer une fois qu'elle a réussi à les approcher suffisamment.
Ceux qui ont survécu à ces attaques ont raconté qu'elle apparaissait dans un brouillard enchanteur, puis qu'il avait ressenti une impression de bien-être en l'apercevant, un peu comme avec les fables, si tu veux, qui traitaient des sirènes. Et toi, David, est-ce que tu es capable, ou est-ce que dans cette quête de la Dame Blanche, est-ce que tu sais à partir de quel moment ces récits-là sont apparus? Est-ce que c'est un événement, par exemple, ce sont les premières apparitions datent, je sais pas moi, de l'Antiquité ou du Moyen Âge, ou est-ce qu'on a un élément, par exemple, qui permettrait de suggérer qu'est-ce qui alimente ces fameuses légendes urbaines? Oui, un petit point que j'aimerais revenir avant, c'est justement au sujet, à cause qu'il y a les légendes et il y a les légendes urbaines. Il faut comprendre que à l'origine, dans la culture occidentale, les dames blanches étaient des spectres tout blancs qui portaient une robe blanche, puis c'est pour ça qui leur a valu un peu cette appellation-là. Puis à cette époque-là, il faut comprendre aussi que le type d'apparition de fantômes, de spectres, était blanc et translucide. C'était très commun, ça date de la nuit des temps. Ouais. Alors, l'aspect des dames blanches est un peu une continuité un peu de la représentation qu'on se faisait des esprits. Okay. Le plus vieux texte présentant une dame blanche comme étant un phénomène particulier qui différenciait des spectres et des autres histoires de fantômes, ça date du 16e siècle. C'est un moine qui avait décrit les dames blanches comme étant une forme de spectre peu dangereux, qui apparaissait sous la forme d'une femme tout de blanc vêtue dans les bois et les prairies. OK. C'est à partir de cette époque-là qu'on a eu plus de légendes spécifiquement qui traitaient qui utilisaient le terme dame blanche. Et quand on parle de ces dames blanches, est-ce qu'il y a un aspect, disons, de région? C'est-à-dire que, on le sait, à Québec, il y a ces apparitions souvent associées avec les chutes Montmorency. On le sait que, au Canada, j'ai mentionné cette histoire de mariés habillant de blanc que l'on retrouve à l'hôtel Fairmont de Banff. Mais est-ce qu'on a une sorte de une répartition de ces apparitions dans les pays occidentaux, ou est-ce qu'on a des phénomènes assez semblables qu'on peut retrouver, par exemple, dans la culture asiatique? Oui, à tes deux questions. Je dirais que ça dépend toujours beaucoup des croyances et de l'histoire locale. Puis c'est ça aussi qui fait qu'ils ont des attributs puis des significations, des pouvoirs différents, un peu des personnalités différentes. Toujours quand on parle des vraies légendes, parce que les légendes urbaines sont répandues plus équitablement. Mais on prétend que ces dames blanches-là apparaîtraient la plupart du temps aux endroits où ils ont vécu et aux endroits qui sont décédés. Généralement, c'est des endroits qui sont quand même assez bordés d'histoire. Quant aux légendes urbaines, eux autres, par exemple, c'est sûr que la répartition est très différente, c'est beaucoup plus vaste. OK, donc c'est un phénomène qu'on retrouve autant dans la culture occidentale que dans d'autres types de cultures, peu importe le nom qu'on leur donne, c'est toujours un peu ces aspects, ces apparitions un peu de spectre blanchâtre. Oui, je vous dirais dans la culture traditionnelle, il y a beaucoup de références où on voit des grandes similarités entre qu'est-ce qui se passe dans le monde occidental puis dans le monde oriental, à quelques différences près que souvent, par exemple, dans le monde occidental, la description de la dame blanche est un petit peu différente, mais c'est des particularités qui sont assez minimes. OK. Christian, je te mets une hypothèse. Oui, vas-y. Quand on regarde dans le ciel les nuages, on a toujours tendance à trouver certaines formes, puis là on les associe à des animaux et tout ça. On appelle ça de la pareidolie. Pareidolie. Est-ce que ça peut être la même chose dans le noir? En fait, dans le cas des dames blanches, comme je l'ai mentionné, c'est-à-dire que tu as des apparitions qui peuvent être pour lesquelles on peut trouver des explications, comme si on prend le cas spécifiquement des chutes Montmorency, évidemment en fonction des observateurs et en fonction de la lumière, en fonction de cette brume qui va se produire, cette bruine, devrais-je dire, plutôt au pied de la chute, l'éclairage peut donner parfois l'impression d'une présence plus ou moins fantomatique et blanchâtre. Ouais. Là, évidemment, c'est ton cerveau qui fait cette association, qui voit quelque chose qui n'existe pas réellement. Donc, c'est sûr que dans le cas de légendes ou de légendes urbaines, il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir de notre cerveau de nous amener à voir des choses qui ne sont pas forcément là et qui vont servir ensuite à alimenter les récits. Donc, est-ce que ça pourrait être une forme de pareidolie?
Oui, absolument. Dans certains cas, on pourrait qualifier de certaines apparitions de phénomènes de pareidolie. Donc, on voit que ce soit dans la bruine au pied d'une chute, que ce soit un éclairage en fonction d'un boisé, en fonction d'un lac, pas tellement loin. La lumière pourrait se refléter sur le lac. Les gens vont voir des espèces d'apparitions fantomatiques. Et, évidemment, tout ça va servir à alimenter les légendes. David? Oui. Pour des gens qui veulent en savoir plus sur les histoires macabres et insolites, on peut te trouver comment sur Facebook? Sur Facebook, vous écrivez justement Histoire macabre et insolite. Ma page est toujours disponible. Sinon, dark-story.com? Oui. Un gros merci. Ça fait plaisir. Bye-bye. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Merci. C'est très curieux, ces histoires de légendes-là. Puis on aura l'occasion d'en reparler avec David. Il est excellent en passant là, dans les prochaines semaines. Il y a plein de gens qui m'envoient des histoires de légendes. Entre autres, les gens, des fantômes qui feraient du pouce. Oui, l'autostoppeur fantôme. Ça, c'est intéressant parce que, évidemment, je vais laisser David nous en parler. Ouais. Mais ce qui est intéressant dans le cas des autostoppeurs fantômes, c'est que c'est effectivement dans le même cas que les dames blanches. C'est un phénomène excessivement répandu qu'on retrouve autant en Europe qu'on retrouve en Orient et qu'on trouve ici en Amérique. Et avec des variantes, par exemple, et je ne vais que citer celle-là, mais si on prend, par exemple, dans le parc des Laurentides, il y a des gens qui disent avoir vu une femme qui faisait de l'autostop et donc le classique code de l'autostoppeur fantôme, lorsque la voiture s'arrête et que le chauffeur regarde dans le rétroviseur, il voit la forme disparaître sous ses yeux. Et c'est amusant parce que à Montréal, on a un phénomène qui est assez semblable, sauf que dans le cas montréalais, c'est le transporteur qui disparaît et c'est le phénomène de la calèche fantôme. Donc des gens racontent que sur la rue Saint-Paul, dans le vieux Montréal, et aux petites heures du matin, des gens, et encore là, on est toujours dans le cadre de légendes, donc c'est souvent l'homme qui a vu l'ours. C'est difficile de trouver des témoins de première main. Mais on raconte que des gens auraient vu une calèche aux petites heures du matin circuler sur le macadam dans les rues du Vieux-Montréal, et au moment où des gens vont héler la carriole pour monter à bord, la carriole disparaît sous leurs yeux. Donc, c'est un peu le même mécanisme que l'autostoppeur fantôme, sauf que dans le cas présent, c'est le moyen de transport qui disparaît et non pas le passager. Et ça, ce sont des histoires qui sont tout à fait fascinantes, qui font partie de la culture et du folklore et qu'on retrouve autant, comme je l'ai mentionné, en Amérique qu'en Europe. Mais évidemment, je vais laisser David Magny nous raconter cette légende-là des autostoppeurs fantômes lors d'une prochaine intervention. Voilà, et on fait un appel aux auditeurs. Si vous avez des histoires de légendes comme ça, vous pouvez communiquer avec nous via notre page Facebook Radio X-Files dans l'onglet Messages. Maintenant, on passe au segment Film et réalité, mon cher Christian. Oui, effectivement. Et pourquoi mythe et réalité? J'ai écrit un ouvrage qui s'appelle d'ailleurs qu'on a fait tirer la semaine dernière lors d'un concours. J'ai écrit un ouvrage qui s'appelle L'enquêteur du paranormal au cinéma. Et ce qui m'a frappé avec cet ouvrage-là, c'est de voir la popularité de ces films qui sont commercialisés comme étant basés sur une histoire vraie, même si souvent le film est très éloigné de la version réelle. Et quand je dis réelle, je le mets entre guillemets. Mais c'est vrai que les gens sont fascinés par ces histoires à caractère surnaturel qui ont alimenté ou inspiré le cinéma. Et je me suis dit, ça serait assez amusant d'avoir une chronique, à peu près toujours au même rythme, une fois par mois, où notre invité pourrait nous présenter l'une de ses productions cinématographiques, que ce soit une production ancienne, une production récente, mais nous raconter un peu l'histoire qui a alimenté le film et également nous parler un peu du film. Et j'ai confié cette tâche à Jason Paré du groupe, en fait, qui est l'un des chroniqueurs sur le site web, le www.Horreur Québec, qui se spécialise justement dans le cinéma d'horreur et fantastique. Et je suis content parce que on l'a avec nous ce soir. Donc, Jason, bienvenue à Radio X-Files. Jason, est-ce que tu nous entends? OK. Nous, on t'entend pas très fort. Va falloir parler plus fort. OK. Est-ce que ça va mieux comme ça? Oui, c'est bien, merci. Parfait. Oui, ça va bien, oui. Est-ce que c'est la grosse tempête à Québec aussi? Non, à Québec, c'est très tranquille. C'est un peu venteux, là, des vents, je te dirais, entre 40 et 50 km/h. Mais à Gatineau et Montréal, c'est là où ça se passe. Puis plus précisément à Gatineau, où il y a des maisons qui ont été arrachées, là. Ah oui, c'est ça, moi j'ai enlevé mon linge de la corde à linge. Hein? On parle de quel film ce soir, Jason?
On va parler de The Entity, en version française, L'Emprise, qui est sortie au 82-83. Oui, puis écoute, pour mettre un peu les gens dans le bain, on va leur faire entendre la bande-annonce à l'époque. Donc voici The Entity, L'Emprise, qui mettait en vedette Barbara Hershey. Hey, wake up, everybody! It's a gorgeous day! Gorgeous day, come here. 20th Century Fox presents the story of Carla Moran. The most extraordinary case in the history of psychic research. Everything broke loose and went crazy, and everything was shaking. The bed was shaking, and the walls were shaking, and... Like an earthquake? No, it wasn't like an earthquake. It was much stronger than any earthquake. I was raped. You were raped by whom? I don't know. There was no one there. A team of experts will investigate her life. Why does he attack you, Carla? Not anyone else. Why is she going to such lengths to support this delusion? And they will find more than evidence. They will find the entity. Effectivement, mon cher Christian, ça met très bien la table pour ce soir. Oui, absolument. Donc, Jason, d'abord, commençons par le film. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette production? Oui, en gros, pour commencer, ce que ça raconte, c'est que c'est une femme qui est tourmentée et même agressée sexuellement par une entité invisible, qui est peut-être même d'origine démoniaque. En fait, ce film-là a été adapté du roman de Frank De Felitta, qui est derrière le succès, entre autres, de Audrey Rose, qui a été aussi adapté en film. Oui. Donc, lui, évidemment, s'est inspiré des faits réels et il a même assisté, apparemment, à certains de ces manifestations paranormales. Le film a été réalisé par Sidney J. Furie. C'est un cinéaste canadien qui a débuté à la fin des années 50 et qui est toujours actif aujourd'hui, surtout pour des téléfilms. Je regardais sa filmographie, il n'y a rien de très marquant, mais c'est quand même lui, il faut le souligner, qui a réalisé L'Aigle de fer, Iron Eagle, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est des films d'aviation. Il y a eu 4 suites, il en a réalisé 3, lui, de la gang. Puis c'est aussi lui qui a fait Superman 4. OK. Et bon... Non, qui n'était pas un chef-d'œuvre, disons-le. On dit tout de suite, The Entity, ça c'est bon. Bref. Oui, absolument. D'ailleurs, The Entity, c'était amusant parce que c'est Brian De Palma qui avait qualifié ce film d'un des films les plus terrifiants que lui avait vu. Il le classait à peu près à la même échelle que L'Exorciste, ce qui est quand même pas banal parce que L'Exorciste est quand même considéré comme le film le plus terrifiant de tous les temps. Oui, je pense, j'avais vu aussi peut-être Scorsese, je pense qu'il avait tenu des propos similaires. Oui, absolument. C'est ça, c'est sûr que dans le cas aussi d'un croyant catholique, comme dans le cas de Scorsese, vu qu'il y a une origine démoniaque à l'entité, c'est sûr que ça peut être considéré comme très effrayant. Personnellement, moi je dirais Texas Chainsaw Massacre, mais bon, ça, on a chacun nos... Absolument. Écoute, le film L'Emprise, c'est un film qui a été commercialisé comme étant basé sur pas tant le film, mais le film, on nous le disait qu'il était basé sur le roman de Frank De Felitta. Et Frank De Felitta ne s'est jamais caché pour dire que le film était basé sur une histoire vraie. Maintenant, on connaît, parce que pendant longtemps, on avait gardé secret un peu les détails de cette histoire. Ils sont maintenant bien connus parce que les parapsychologues impliqués dans l'histoire en ont abondamment parlé. Il s'agit d'une femme de la région de Los Angeles qui s'appelait Doris Biter. Qu'est-ce que tu peux nous dire de l'expérience de la véritable Doris Biter? Oui, si on saute tout de suite au cas réel, effectivement, dans ce cas-là, Doris, c'est que contrairement au film où la femme est jouée par Barbara Hershey, puis dans le film, ça semble être une femme forte, équilibrée. C'est vraiment pas apparemment c'était pas le cas de Doris. C'était une femme profondément troublée qui aurait subi des agressions puis de la violence dans son passé, dont à l'enfance. Et puis apparemment, elle était également alcoolique et en conflit avec ses garçons. Dans le film, il y a 3 enfants, mais là, dans la réalité, il y en avait 4 au total. Donc, moi, personnellement, ce que je trouve intéressant, c'est que, effectivement, le réalisateur a éludé un peu ces éléments de la vie réelle de Biter qui peuvent nuire, finalement, à la crédibilité de son témoignage. Mais ça rend quand même l'histoire... on s'identifie davantage comme ça à Clara, vu que...
je peux dire, est plus clean en bon français, et que et ça rend ça bon intéressant aussi parce que ça permet de faire une espèce de parallèle plus général sur la situation qu'une femme peut vivre lorsqu'elle est agressée sexuellement, et pas, je parle pas uniquement par une entité invisible, je parle en général. Tout ce que le personnage du film vit, c'est extrêmement crédible et extrêmement réaliste. Un peu moins la conclusion, je reviendrai plus tard là-dessus, mais c'est extrêmement réaliste et je pense que c'est une des grandes forces du film, entre autres. Ouais, et David, tu sauras me répondre, pour faire le show, j'ai été faire un peu de recherche sur cette dame Biter, et là, beaucoup de gens sont allés la visiter, les gens prenaient des clichés de elle, ainsi que de son appartement, et on voit des clichés où il y a des lumières qui sont particulières, et ça attirait beaucoup les gens qui se présentaient chez eux, donc on parle des parapsychologues qui s'étaient présentés à ce moment-là, là. Oui, d'ailleurs, Yannick, rien que pour dire aux auditeurs, cette petite maison, ça se passait à Culver City, qui est juste en banlieue, c'est une banlieue de Los Angeles. Cette maison-là existe toujours aujourd'hui. Moi, personnellement, j'ai eu la chance de rencontrer Doris Biter une fois. J'ai rencontré les parapsychologues qui ont été impliqués dans cette histoire-là, et j'ai une photo, je vais mettre à la fin de l'émission, parce que la maison existe toujours aujourd'hui, et j'ai une photo où je me suis pris en photo devant la maison aujourd'hui, à quoi elle ressemble. C'est un tout petit bungalow, et à l'époque de Doris Biter, la maison avait été condamnée à 2 reprises par la municipalité parce qu'elle était jugée comme inapte à être habitée. Là, c'était une maison qui était un environnement insalubre. Et donc la maison, comme j'ai mentionné, 2 fois condamnée, aujourd'hui complètement rénovée. Le propriétaire est un homme d'origine hispanophone. Et c'est assez amusant parce que quand je discutais avec lui, évidemment, il savait que c'était la fameuse maison où les incidents de The Entity s'étaient produits. Mais il prenait ça un peu à la blague, et évidemment, lui n'avait rapporté aucune manifestation de nature surnaturelle. Non, et aussi, soulignons que, contrairement au film où le personnage principal consulte des médecins, apparemment, ça n'a pas été le cas avec Doris. Elle a plutôt fait affaire directement avec des parapsychologues, ceux justement que tu disais que tu avais rencontrés, de Californie à Los Angeles. Et c'est intéressant parce que la rencontre dans le film se fait apparemment de la même manière que c'est arrivé dans la vie. C'est-à-dire, ils se seront rencontrés par hasard dans une librairie. Oui, effectivement, ça je peux te confirmer, Jason, que c'est comme ça que c'est rapporté dans le film, et c'est comme ça également que ça s'est produit dans la réalité. Donc on avait l'enquêteur principal, un type qui s'appelle Cary Gaynor, qui se trouvait dans une librairie, il discutait avec des collègues de phénomènes paranormaux, et cette Doris Biter était dans l'allée voisine. Elle se documentait sur ce type de phénomène, elle cherchait des livres à la librairie qui auraient pu lui apporter des réponses, et comme ça elle a entendu Gaynor qui parlait de ces phénomènes, et elle l'a abordé, et s'est confiée à elle, et c'est comme ça que l'affaire s'est déclenchée, là. Mm-hmm. Et là, suite à ça, il y aurait eu au total 8 visites au domicile des Biter. Au total, il y aurait une 50aine de personnes qui auraient été témoins des étranges événements, dont justement l'auteur des Félita. Et puis les événements ont eu lieu entre le 22 août et le 31 octobre 1974. Dans le film, ils disent 76. J'imagine que c'est une erreur, mais bref, c'est pas très grave. Mais bref, c'est surtout en 74. Et évidemment, 31 octobre, même dans la vraie vie, ça a l'air arrangé avec les gars des vues. La dernière séance a eu lieu à l'Halloween. Oui, effectivement, ici la réalité dépasse la fiction, mais effectivement la dernière visite des parapsychologues, il faut se rappeler aussi qu'on est dans les années 70, c'est un peu l'âge d'or de la recherche en parapsychologie. À l'époque, à l'Université de Californie à Los Angeles, à la UCLA, il y avait un département de recherche en parapsychologie qui n'existe plus aujourd'hui, et qui était dirigé par une femme qui s'appelait Thelma Moss, et ce sont eux qui ont mené ces enquêtes au domicile de Doris Biter. Évidemment, tout ça a été soigneusement documenté. Dans la bande-annonce, on nous dit c'est l'un des meilleurs cas de l'histoire de la parapsychologie. La grande problématique, parce que j'ai consulté cette documentation-là, j'ai rencontré Cary Gaynor. C'est vrai qu'à l'époque, les moyens techniques pour documenter des phénomènes qui étaient comme ça très sporadiques, qui étaient inattendus, parce que ça se produisait de toutes sortes de façons, les moyens mécaniques de documenter tout ça étaient relativement pauvre, et je dirais qu'il n'y a rien de très convaincant dans ce que j'ai pu voir. Dans le cas évidemment, le film c'est toujours après coup, on tourne la caméra, mais le phénomène s'est déjà produit, donc il n'y a rien qui soit particulièrement spectaculaire, si ce n'est le témoignage des gens qui étaient là, et tu l'as mentionné, c'est quand même une 50aine de personnes qui se sont succédées dans l'appartement, la petite maison de Doris Biter. Et pour ce qui est des photos, Christian, est-ce que tu les as analysées? Est-ce que tu les as regardées? Oui, absolument.
Puis, qu'est-ce que ça te dit, toi? Ben, le problème, ces fameuses... Bon, il y a des photos où on voit des petites bulles de lumière qui apparaissent, mais encore là, quand tu regardes les photographies, ce sont des photographies où le fond est tout à fait noir, on a des points lumineux qui apparaissent sur la pellicule. Bon, qu'est-ce que c'est? Difficile à dire. L'élément le plus troublant, c'est bien sûr ces espèces d'arcs lumineux qu'on voit au-dessus de Doris Beiter, qui ont été pris on a une photo où on voit ces fameux arcs lumineux. Et ça, je te dirais que... Bon, d'abord, les parapsychologues qui étaient dans la pièce n'ont pas vu le phénomène se produire devant eux. Ils ont vu cet arc lumineux au moment du développement de la pellicule. Et quand on montre cette photographie, évidemment, certains vont dire ça semble tout à fait surnaturel. Mais il y a d'autres photographes qui rappellent qu'à l'époque, on avait du film sur pellicule. Hein, c'était bien avant l'âge du numérique. Ouais. Et quand on développait les films, ben, il pouvait se produire une espèce de pli dans le négatif. C'est-à-dire, lorsque la pellicule était manipulée, involontairement, on pouvait produire une espèce de pli dans la pellicule, et s'il se produisait ce fameux pli, au développement, ça donnait sur la version positive ces espèces d'arcs blanchâtres qui apparaissaient sur la photo. Il y a probablement plein de gens qui nous écoutent ce soir, qui ont pris, soit eux ou leurs parents ont pris des photos dans les années 60 sur de la pellicule, et peut-être ont-ils ces fameuses rainures dans l'image qui ressemblent un peu à un trait blanchâtre et qui s'expliquent aisément par une mauvaise manipulation de la pellicule. Donc, ça reste très controversé, ces fameux arcs que l'on voit, ou cet arc que l'on voit au-dessus de Doris Beiter. Mais quand tu prends des photos de moi, Christian, tu vois toujours cette auréole-là qui est toujours aussi présent. Hein? Ouais. Hey, un gros merci pour l'entrevue, cher ami. Je te souhaite de passer une belle soirée. J'invite les auditeurs, Jason, sur ton site www.horreur.québec pour avoir des critiques cinéma, des critiques jeux vidéo. Et très content de te connaître, cher ami. Ben, ça m'a fait plaisir. À bientôt. Merci beaucoup. OK, à bientôt. À la prochaine. Pour ce qui est de Mme Beiter, toi, tu lui as parlé. Est-ce que elle semblait être une femme saine d'esprit? Non. Doris Beiter, c'était le genre de dame qui se levait le matin et elle prenait un petit peu de vodka, elle prenait un petit peu de jus d'orange dans son grand verre de vodka. OK. Donc, tu vois, généralement, là, t'arrivais en milieu d'avant-midi, ben, elle était déjà un peu ivre. Et c'était un peu amusant parce que les parapsychologues disaient, plus elle était ivre, évidemment, on l'encourageait pas à boire, mais plus elle était ivre, plus les manifestations se déclenchaient autour d'elle. Donc, quand on arrivait le soir, généralement, les manifestations étaient... quand les parapsychologues se rendaient sur place, c'était généralement le soir. Ils arrivaient sur place. Doris Beiter, qui avait à peu près bu toute la journée, était évidemment ivre, intoxiquée. Et plus elle était intoxiquée, plus les manifestations se produisaient autour d'elle. Donc, ça se produisait en particulier dans sa chambre. C'est assez amusant amusant, c'est un peu... on peut évidemment se questionner sur l'aspect sérieux de la chose, parce que la chambre de Doris Beiter était une toute petite pièce qui pouvait faire, mettons 10 pieds sur 10 pieds, là, 3 mètres par 3 mètres. Et parfois, il pouvait y avoir jusqu'à 15 personnes dans cette chambre-là. Donc, ça devient un peu difficile de documenter de façon rigoureuse les manifestations. Donc, il y a 15 ou 20 personnes dans une toute petite pièce comme ça. Ouais. Doris Beiter est assise sur son lit, elle est ivre, elle invective un peu cet esprit en lui disant « apparaît ». Bon, on le voit d'ailleurs dans le film L'Emprise, The Entity, on voit une séquence qui ressemble à ça. Donc, elle s'en prend vertement à cet esprit. Et là, les manifestations se produisaient. Bon... est-ce que c'était une femme saine d'esprit? Il faut quand même le dire, les parapsychologues n'ont jamais cru aux agressions sexuelles. Jamais. Ce qui les intéressait lorsque Doris Beiter a commencé à raconter son histoire, elle disait « il y a des phénomènes paranormaux qui se produisent chez moi, des meubles qui bougent, des portes qui s'ouvrent, se ferment toutes seules, des coups frappés dans les murs. » Ces événements-là ou ces éléments-là intéressaient les parapsychologues. C'est la première raison pour laquelle ils se sont rendus chez Doris Beiter. Essayer de documenter ces manifestations de type poltergeist. Quant à la version de Doris Beiter, évidemment, elle ajoutait ces éléments d'agression sexuelle. Il faut quand même le dire, aucun témoin n'a vu ça de ses yeux. Durant la période où les parapsychologues enquêtaient sur son histoire, elle dit avoir été agressée à de nombreuses reprises. Évidemment, il n'y a jamais eu de témoin à ça. Et dans le film, on voit qu'elle a des marques, des ecchymoses sur le corps qui ont été documentées par des médecins. Dans la réalité, ça ne s'est jamais produit non plus. Les parapsychologues ont toujours perçu cette histoire d'agression sexuelle comme
comme une espèce de fantasme né dans l'imaginaire de Doris Biter. Les manifestations de type poltergeist, tout à fait authentiques, documentées à plusieurs reprises par les enquêteurs qui étaient sur place, mais les agressions sexuelles, ça vraiment, on tombe dans un autre domaine. Mais comme le sexe vend bien, tu comprendras que lorsque Frank de Filita, qui à un moment donné avait accompagné les parapsychologues sur place, il a donc été témoin de certaines manifestations, tu comprendras que quand Frank de Filita a écrit son roman, qu'il ne se voulait pas un ouvrage biographique de Doris Biter, c'était vraiment un roman pour divertir le lecteur, il s'est simplement inspiré de l'histoire de Doris Biter, il a bien sûr focalisé en plaçant son héroïne, Carla Moran, en la plaçant dans un contexte où les agressions devenaient excessivement importantes. Mais ça, c'était pour le bien du roman, pour le bien du film également, pour l'intérêt du lecteur, l'intérêt du téléspectateur, mais dans la réalité, les phénomènes d'agression sexuelle étaient un peu relayés au deuxième plan. Christian, après la pause, on parle de l'enlèvement de Betty et de Barney Hill? Absolument. Christian, je dois te faire une confidence. Vas-y. Je suis très fier de nos auditeurs qui ont été faire un tour sur la page Facebook Radio X-Files et qui ont regardé cette fameuse observation qu'un de nos auditeurs nous a envoyée, où on voyait des lumières particulières. Il y a beaucoup d'hypothèses. Je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à aller voir cette observation-là sur notre page Facebook Radio X-Files. Et à la fin, tu auras l'occasion de te prononcer sur oui, absolument. Sur toi, mais je vais te dire qu'il y a les observations, là, les hypothèses qui ont été avancées. Je pense qu'on va finalement découvrir ce que c'est réellement ce qui s'est passé ce soir-là. Là. Ben, on le souhaite, c'est la raison pour laquelle on a mis la vidéo en ligne. Les auditeurs sont bons, c'est le fun d'avoir des auditeurs comme ça. Maintenant, on parle d'un enlèvement particulier. Tu voulais me parler de l'enlèvement de Betty et de Barney Hill. Oui, parce que je l'ai mentionné en début d'émission, le 57e anniversaire de cet événement qui a marqué particulièrement l'histoire des ovnis, en fait, qui est un incontournable. Et on en a déjà parlé, mais je pense que c'est important de revenir sur cette histoire-là parce que c'est certain que les prochains ouvrages qui seront publiés sur les ovnis vont un peu reprendre cette histoire-là. Donc, je commence par te raconter l'événement et ensuite on va essayer de décanter les éléments les plus marquants de l'histoire. Donc, il faut se ramener à cette époque. On est en 1961. On est à la mi-septembre 1961. On a un couple interracial, donc mix. Elle est blanche, lui est noir. Il s'agit de Betty et de Barney Hill. C'est un couple âgé au milieu de la quarantaine à peu près. Et donc, ces gens-là décident d'aller passer quelques jours aux chutes du Niagara, ce qu'ils font, et ils décident en fin de parcours de remonter vers Montréal. Et au moment où ils arrivent à Montréal, ils entendent parler qu'une tempête se développe sur la côte est américaine. Ils habitent à Portsmouth, au New Hampshire. Et alors là, ils se décident de retourner rapidement à la maison pour s'assurer qu'il n'y ait pas de dommages à leur propriété. Ils quittent donc Montréal, vont remonter par l'autoroute 10, vont passer par la région de Sherbrooke et traverser les lignes américaines du côté de Quaticook. Et là, assez rapidement, ils s'engagent sur la Nationale 3. Ils vont s'arrêter dans un petit restaurant à Colebrook. Ils vont se restaurer. Au moment où ils ressortent de l'établissement, Barney Hill remarque qu'il voit au-dessus de la porte une horloge qui marque 22h05. Il dit à Betty, on devrait être de retour à la maison vers 3h, 3h30. Alors, ils quittent l'établissement, remontent dans leur voiture, une Chevrolet Bel Air 1957 qui fait probablement rêver beaucoup d'auditeurs. Et là, ils s'engagent sur la route. Il est à peu près, là, ils vont rouler peut-être pendant une trentaine de minutes, et puis Betty va remarquer en regardant la Lune, il y a une étoile qui est très brillante aux côtés de la Lune, et là, elle va voir apparaître une seconde étoile. Et cette étoile a comme une espèce de mouvement erratique. Elle la regarde, pendant quelques minutes, elle n'en dit pas un mot à Barney, lui continue à rouler, et là, à un moment donné, au détour d'une montagne ou d'un détour de la route, elle voit la lumière passer derrière la cime des montagnes, parce qu'on se trouve à l'entrée du parc national des Montagnes Blanches, les White Mountains du New Hampshire. Et là, au moment où elle voit cette lumière disparaître derrière une cime montagneuse et revenir, là, elle se confie à Barney. Elle dit, regarde cette lumière, je la regarde depuis quelques instants, c'est assez mystérieux. Et là, le couple vont devenir fascinés par cet objet. Visiblement, l'objet est en mouvement. Ils vont s'arrêter le long de la route parce qu'évidemment, lorsqu'ils roulent, est-ce que c'est l'objet qui bouge ou leur voiture qui bouge? Non, ils vont s'arrêter à plusieurs reprises le long
long de la route, sortir du véhicule, regarder l'objet. Barney a avec lui une paire de jumelles, donc il peut l'observer à la jumelle. L'objet continue ses mouvements, ses allers-retours. Il a réellement un mouvement erratique. Il tente de trouver des explications. Il doit s'agir d'un satellite, il doit s'agir d'un avion de contrebandier, ou etc. Donc, on essaie de trouver une explication à cet objet assez mystérieux. Alors, on continue à rouler, puis on arrive à un point, pour les gens qui connaissent bien la région, au milieu à peu près du parc des Montagnes Blanches, il y a un endroit qu'on appelle le Indian Head. Et Indian Head, pourquoi c'est la tête de l'Indien? Parce que il y a un rocher dont l'érosion, vue de côté, donne l'impression d'une tête d'Amérindien. Donc, on appelle l'endroit Indian Head. Ils vont s'arrêter là. À ce moment-là, l'objet est tout près d'eux. Il est à peu près à 200 mètres de distance. Barney va sortir de la voiture, il va s'avancer à travers champs avec les jumelles, bien sûr, pour observer l'objet. Au moment où il le regarde, il voit une espèce de machine volante qui ressemble à deux crêpes avec des espèces de fenêtres carrées sur le pourtour et il voit des ailes derrière qui se déploient. Et dans l'objet, il peut observer des personnages. Il a même l'impression que l'un de ces personnages le regarde de manière intensive et il a l'impression qu'on lui dit quelque chose. Et ce quelque chose, c'est « Ne bougez pas, nous ne vous voulons aucun mal, on veut seulement vous regarder ». Donc, il y a comme une impression où Barney a le sentiment qu'il est observé et en même temps, il a l'impression qu'on communique avec lui. Alors, il est effrayé, il prend ses jambes à son cou, retourne à la voiture, sans savoir pourquoi, il entre à l'intérieur, il dit à Betsy, ils vont nous capturer. À ce moment-là, ils entendent ils repartent en trombe sur la route, ils entendent une espèce de bruit qui ressemble à un diapason, et ça ressemble à un bip, 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 ils ont l'impression que ce bruit vient de la malle arrière de la voiture. Et là, curieusement, ils ont un sentiment comme s'ils s'endormaient. Ils entrent dans une espèce de léthargie et ils vont le réentendre à nouveau, ce fameux bruit, ce bip-bip. Et à ce moment-là, ils ont à nouveau l'impression de sortir d'une phase de sommeil. Ils voient un panneau routier qui indique Concorde 17 miles. Et là, ils arrivent à Concorde. Ils ont roulé tout le long sur la Nationale 3, qui à certains endroits devient l'autoroute 93. Et là, lorsqu'ils arrivent à Concorde, ils vont prendre la route la 4 qui les amène sur la côte. Et là, ils vont rentrer chez eux à Portsmouth. Lorsqu'ils arrivent chez eux, il est 5 heures du matin. Donc, on défait les bagages, on se couche. Et là, mais évidemment, ils sont préoccupés par ce qu'ils ont vu. Donc, dès le lendemain, Betsy Hill va communiquer son observation à une base militaire locale, la Pease Air Force Base, va raconter son histoire. Évidemment, ils se gardent bien de mentionner qu'ils ont vu des personnages derrière les hublots, parce que, ils se disent, on va nous prendre pour des fous. Néanmoins, une semaine après l'événement, elle va écrire une lettre, parce que, elle va à la librairie locale, prend des livres sur les ovnis, en trouve un qui a été écrit par un type qui s'appelle le Major Donald Keogh, qui est un personnage qui a beaucoup marqué l'histoire des ovnis aux États-Unis là, dans cette période des années 50, 60, et je te dirais même un peu les années 70. Et là, elle va donc écrire à ce Donald Keogh pour raconter son histoire. Cette fois, dans sa lettre, elle mentionne bien que Barney a vu des personnages derrière les hublots, tout ça. Et l'histoire va débuter comme ça. Donc, on va envoyer des enquêteurs. Ce Donald Keogh dirige une organisation qui s'appelle le NICAP, le National Investigation Committee on Aerial Phenomena, donc le Comité national d'études sur les phénomènes aériens. Ils vont envoyer des enquêteurs et peu à peu, donc, l'histoire va commencer à vivre d'elle-même. Les Hill, Betsy et Barney deviennent de plus en plus préoccupés par cette histoire d'ovnis observés. Et à ce moment-là, en dehors de l'observation, l'affaire est assez limitée. Et puis, à un moment donné, ils vont rencontrer un type à qui ils vont confier leur histoire, un type qui s'appelle C.D. Jackson. Et c'est lui qui va semer la graine, si je puis dire, en disant, oui, c'est bien que vous me racontez cette histoire-là, mais d'après votre estimation, vous deviez arriver à la maison vers 3h, 3h30 du matin, vous êtes arrivé à 5h. Vous avez fait quoi durant cette heure et demie ou ces 2 heures manquantes? Et les Hill vont devenir obsédés par cette histoire des 2 heures manquantes. Ils vont lire tous les ouvrages qui existent sur les ovnis, vont devenir des obsédés de tout ce qui joue à la télé, à la radio où on parle d'ovnis. Ils deviennent véritablement ce qu'on pourrait appeler des UFO freaks, là, des obsédés des ovnis. Et puis ça devient tellement omniprésent dans leur vie qu'ils commencent à avoir des problèmes de comportement. Barney se met à boire, il développe un ulcère d'estomac et les Hill ont tendance à
tout ramener à cette histoire d'OVNI observée dans les Montagnes Blanches. Tant et si bien qu'en 1963, il rencontre un neuropsychiatre de Boston et le docteur Benjamin Simon qui, lui, va utiliser l'hypnose régressive pour les ramener à revivre un peu cette expérience dans les Montagnes Blanches. Et c'est à ce moment-là que va apparaître ce qui était insoupçonné durant ces séances d'hypnose. Bon, il faut quand même mentionner qu'une semaine à peu près après l'événement, Betty elle a fait une série de rêves. Et dans ces rêves, elle se voyait à bord d'un ovni avec des créatures mystérieuses. Elle se voyait soumise à toutes sortes d'examens dans l'engin, ainsi que Barney. Donc, ça faisait partie de ses rêves et c'était des rêves qui étaient si marquants qu'elle en a pris note. Elle a détaillé ses rêves par écrit. Donc, on se retrouve en décembre 1963. Ils sont dans le cabinet de ce docteur Benjamin Simon, un neuropsychiatre de Boston. Le docteur Simon va les placer à tour de rôle sous hypnose et là, sous hypnose, va apparaître quelque chose d'inattendu, le scénario d'un enlèvement par des extraterrestres. Il faut le dire, avant les Hills, c'était quelque chose qu'on ne connaissait pas. Il y avait eu quelques cas rapportés, mais qui n'avaient pas été pris au sérieux. Notamment, en 1957-58, il y avait eu une histoire d'un type au Brésil qui disait avoir été enlevé par des extraterrestres, qui avait été forcé d'avoir une relation sexuelle avec une femme extraterrestre. Mais personne ne prenait ça très au sérieux. Ça semblait être un peu du fantasme. Mais là, sous hypnose, dans le cabinet du docteur Simon, les Hills vont raconter pour la première fois une espèce de scénario d'enlèvement par des extraterrestres. Donc, ils racontent avoir été, après la première série de bips, ils auraient été amenés sur une route secondaire. Il y aurait eu des créatures qui les auraient interceptés, les auraient amenés à bord de l'engin, soumis à des tests médicaux avant de les relâcher. On va faire entendre un premier extrait, Yannick. Il s'agit de Barney Hill, alors qu'il est sous hypnose, dans le cabinet du docteur Benjamin Simon. Vous allez voir, c'est très prenant, là, émotivement. Il est dans le cabinet du docteur Simon. Le docteur Simon lui demande, il le ramène au moment où lui, Barney Hill, se trouve dans le champ avec ses jumelles et qu'il observe l'objet qui plane à peu près à 200 mètres de lui et il voit ces personnages à l'intérieur de l'engin qui semblent communiquer avec lui. Alors, on l'écoute, il est sous hypnose dans le cabinet du docteur Benjamin Simon. On est à ce moment-là, en février 1964. Voici ce que ça donne. Could you hear him tell you this? Oh, no, he didn't say it. You felt he said it. I know. You know he Just said there, it. yeah. Just stay there, he's saying to me. Yes, All right. I'll take in my head. Just All don't right. pull the binoculars away. God, give me strength. All right. All Pull right. them down. Run! Pull his binoculars down and run. God! If there's a God, give me strength. I gotta get away. Oh! Betty! All right, all We right. gotta get away, Betty! All right. Calm down. Calm down. I'm driving. I gotta get away. How could you be sure he was telling you this? Calm down. You're still asleep. How could you be sure he was telling you? Dans le cas où on accepte que tout ça, ça soit vrai, je trouve que c'est un événement pour lui qui est extrêmement traumatisant. Dans le cas où on est un peu sceptique, Christian, est-ce qu'on peut faire semblant qu'on est hypnotisé puis répéter une histoire? On peut toujours faire semblant, mais ici, là, on s'entend tout de suite, là, avant d'aller plus loin avec cette histoire-là, la fraude est exclue. Donc, jamais Betty ou Barney Hill n'ont tenté de tromper qui que ce soit. Ça veut pas dire que l'histoire est vraie, on va revenir sur ces éléments. Mais jamais, volontairement, le couple Hill a essayé de tromper les gens autour d'eux. Donc, Barney, sous hypnose, vient de raconter cet événement alors qu'il voit ses personnages dans l'engin. On voit la charge émotive qui l'anime à ce moment-là, au moment où il revit l'expérience. Après les séances d'hypnose avec Barney, c'est au tour de Betty d'être placée sous hypnose. Elle reprend un peu l'histoire, un peu comme je l'ai raconté. Donc, ces bruits dans la voiture. Ils roulent sur une route, la nationale 175. Ils sont interceptés par un groupe de gens au milieu de la route qui va les amener dans un engin qu'ils vont décrire un peu comme la typique soucoupe volante qui se trouve dans la forêt. Et là, Betty est soumise à un test, à plusieurs tests médicaux, mais un en particulier
particulier qui va retenir l'intérêt des amateurs, c'est un test de grossesse. Donc, elle raconte qu'elle est étendue sur une table. Elle dit qu'il y a les extraterrestres avec lesquels elle échange apparemment par télépathie. L'un d'entre eux, qu'elle décrit comme l'examinateur, s'approche d'elle, va prendre une aiguille, va lui introduire dans le nombril. Elle trouve ça très douloureux. Et l'extraterrestre va passer sa main au-dessus de sa tête, la douleur va disparaître, et quand elle lui demande « Mais qu'est-ce que c'est que ce test ?» il lui répond « C'est un test de grossesse ». Alors on écoute Betty Hill qui raconte l'événement, ce test de grossesse à bord de la machine volante. Did they make any sexual advances to you? No. They didn't. No. I asked the leader, I said, why did they stick the needle in my navel? And he said it was a pregnancy test. And I said, well, I don't know what they expected, but that was no pregnancy test here. And he didn't say any more. So, the examiner he helped me get up off the table, and I swung around, and he gave me my shoes, and I put those on and got down on the floor. C'est particulier, hein? Ouais, donc on raconte cette histoire-là. Donc après ces événements-là, donc le couple Hill sont confrontés à leur propre témoignage. Le docteur Simon leur fait entendre leur récit et peu à peu ils vont apprendre à l'assumer, à apprendre à vivre avec cette expérience. Barney Hill va décéder en 1969. Betty Hill, de mémoire, je crois que c'est en 2004 qu'elle est décédée, et ils vont un peu vivre, en fait surtout elle, parce que Barney, comme il est décédé très jeune en 1969, seulement quelques temps après l'expérience, tu comprendras que l'expérience a moins joué un rôle dans sa vie sociale que dans le cas de Betty, qui elle, pendant 30-40 ans pratiquement, a vécu dans l'ombre de cette expérience. Elle était une espèce de super vedette du milieu des ovnis pour avoir raconté cette histoire-là. Il faut savoir qu'après le récit des Hill, leur histoire sera éventuellement connue par la publication de 2 articles dans le Look Magazine, signés par un journaliste qui s'appelle John J. Fuller qui va écrire la même année un livre qui s'intitule The Interrupted Journey, en version française Le Voyage interrompu. Malheureusement, la version française, il va falloir attendre le début des années 80 pour avoir droit à cette version française, qui raconte donc l'histoire de Betty et Barney Hill. Et en 1975, il y aura un film, en anglais le titre est de UFO Incident, en français c'est La Nuit des extraterrestres, donc un film tourné pour la télévision qui va être présenté au petit écran et qui évidemment va susciter énormément d'intérêt. Mentionnons qu'on nous annonce pour l'an prochain un autre film qui va s'appeler Captured, qui là sera un film pour le cinéma qui va reprendre un peu de manière assez libre ce soi-disant enlèvement de Betty et de Barney Hill. Maintenant, ça c'est l'histoire telle qu'ils l'ont racontée, telle qu'on l'a racontée. Est-ce que ces événements-là sont bien réels? À en croire les amateurs d'OVNI, il y a plusieurs éléments dans cette histoire-là qui les amènent à considérer qu'il doit s'agir d'un événement bien réel. Non seulement un événement réel, mais en plus de ça, un événement qui prouve qu'il s'agit d'une intervention extraterrestre. Écoute, on va essayer de regarder ces éléments-là de manière objective. D'abord, commençons les éléments sur lesquels on s'appuie, c'est de se dire, bon, il leur manque 2 heures cette nuit-là. Mais ces 2 heures, quand on regarde les événements, on constate que ces heures-là fondent comme neige au soleil. C'est-à-dire que les gens disent, au moment de quitter le petit café de Colebrook, on a dit, il est 10h10, 10h05, et ils arrivent chez eux ils devaient arriver chez eux vers 3h, 3h30, alors qu'ils arrivent en réalité à 5h du matin. Quand les ufologues nous présentent ça de cette manière-là, ils font abstraction de ce qui s'est produit sur la route. Et qu'est-ce qui se produit sur la route? Dans son témoignage, Barney Hill dit « Je n'ai jamais dépassé les 30 000 à l'heure. » On était tellement obsédés par cet objet qu'on roulait à 30 000 à l'heure sur une route quand même qui permet de circuler à 70 000 à l'heure. Donc, tu comprends, quand tu roules à la moitié de la vitesse, ben évidemment, tu rallonges ton temps, là. Donc, au moment
moment où ils partent à 10 heures, ils arrivent à 3h30, mais s'ils roulent à la moitié de la vitesse permise, évidemment, ça rallonge son temps. Les Hill ont dit, on s'est arrêté, Betty Hill, que j'ai rencontré à quelques reprises, disait, on s'est arrêté à quelques reprises, on s'est arrêté minimalement 5 fois, et 5 fois, on s'arrêtait à chaque fois à peu près 5 minutes durant. Ben là, si t'as 5 fois, tu t'arrêtes 5 minutes durant. 5 fois 5, ça te fait à peu près 25, 30 minutes. Là, t'es à 30 minutes et t'as 30 minutes et j'ai un chat dans le coin qui est en train de nous donner un petit récital, tu sais. Donc, si t'es à 30 minutes, tu comprends que 30 minutes, comment tu vas arriver? T'as déjà une surestimation du temps parce que tu as mal calculé le temps que tu prendrais à circuler. Oui. Et là, un coup que tu ajoutes ce temps-là, tu rajoutes un bon 30 minutes, ben là, évidemment, ton temps commence à diminuer comme neige au soleil. Il commence à fondre comme neige au soleil. Et ensuite, il faut savoir que les Hill ont dit, on est allé sur la route 175, là où apparemment ce serait produit l'enlèvement. Ben déjà là, tu perds un autre 10 à 15 minutes s'ils ont circulé sur cette route-là. Bref, tant et si bien que quand tu mets ça tu considères plus ça, ben ton temps manquant n'existe plus. Hein. Cette heure et demie que les Hill croient avoir perdu sur la route, ils ne l'ont pas perdu, ils l'ont littéralement utilisé soit à circuler à moindre vitesse, soit qu'ils se sont arrêtés pour voir l'objet, ou ils se sont engagés sur la route 175, ce qui est très différent. Donc, cette histoire d'heure manquante, elle n'existe pas. L'autre élément sur lequel s'appuient les amateurs d'OVNI, c'est le fameux témoignage sous hypnose. Parce que là, on se dit, bon, OK, les gens sont sous hypnose, ils racontent cette histoire-là. Tu m'as posé toi-même la question, est-ce qu'on peut feindre d'être sous hypnose? Dans le cas présent, c'est sûr que les Hill étaient d'ailleurs, il va le dire lui-même, le docteur Simon, les Hill étaient d'excellents sujets pour la mise sous hypnose. Donc, sous hypnose, il raconte cette histoire-là. Mais que vaut le témoignage sous hypnose? Dans les années 60, dans les années 70, on croyait à deux choses qui étaient en fait des mythes. On croyait d'abord à la qualité d'un témoignage obtenu sous hypnose et on croyait également qu'il existait une espèce d'habilité qu'on appelait la mémoire occultée qui permettait à des gens une espèce d'échappatoire où les gens n'arrivaient pas à contrôler un souvenir. Ils l'envoyaient, quand je dis n'arrivaient pas à le contrôler, ils n'arrivaient pas en fait à l'assumer et l'envoyaient dans une espèce de partie obscure de la mémoire qu'on ramenait comme ça sur le devant avec des mécanismes comme l'hypnose. Mais on sait aujourd'hui que tout ça est un mythe et à peu près sans valeur. Et je vais te faire entendre à ce sujet-là. J'ai posé cette question au Dr Jean-Roch Laurence, qui est attaché au département de psychologie de l'Université Concordia à Montréal, qui est l'un des plus grands experts au monde sur l'hypnose et les mécanismes de la mémoire. Donc, on écoute le Dr Laurence. Et cette idée de souvenir et hypnose. Et c'est important de poser la question parce que traditionnellement, ou culturellement, ou historiquement, l'hypnose a toujours été liée à la mémoire. Et la croyance populaire veut que si vous hypnotisez quelqu'un, cette personne a tout à coup accès à une banque de données historiques là, qui ne serait pas là sans hypnose. Et ça peut aller non seulement dans votre propre vie, mais dans les vies antérieures ou les vies futures. Donc l'hypnose a toujours été au centre de cette croyance qui veut qu'une fois en transe hypnotique, on a accès à des banques de données incroyables. Alors à partir du moment où je me suis intéressé à cette idée d'hypnose des souvenirs, on s'est rendu compte que tout était à peu près faux dans ça et qu'en fait l'hypnose est probablement le pire des moyens à utiliser lorsqu'on veut se souvenir de quelque chose. La première étude qui a été démontrée, c'est qu'on pouvait créer de toutes pièces un souvenir chez des personnes qui ne s'y attendaient pas. Donc on pouvait hypnotiser quelqu'un qui était un bon sujet hypnotique, lui suggérer de retourner dans le passé, lui suggérer que quelque chose est arrivé qui n'est jamais arrivé, et cette personne-là l'intégrait à son flot mémoriel, et suite à l'hypnose, vous racontez l'événement comme s'il était vraiment arrivé. À partir de ce moment-là, la recherche s'est étendue pour non seulement incorporer l'idée d'un souvenir bref, nouveau à l'intérieur de la mémoire, mais est-ce qu'on est capable d'implanter des scénarios ou est-ce qu'on peut manipuler des souvenirs existants et les changer? Et depuis ce temps, donc ça fait maintenant plus de 25 ans, on est maintenant aussi sûr que l'hypnose et mémoire ne vont pas ensemble. Et que si on utilise l'hypnose pour sonder la mémoire, en fait ce qu'on fait, c'est qu'on active une propension à la fabulation et on modifie le flux mémoriel à ce moment-là. Je ne crois pas qu'on puisse parler de dérive. Je pense qu'au contraire, en fait, ça dépend de quel côté on se place. C'est-à-dire que si on regarde ce que la science a trouvé à propos de l'hypnose et de la mémoire, c'est particulièrement important parce que ça nous permet de modifier des façons de travailler en thérapie, des façons de travailler dans les milieux policiers. Et ça nous permet de modifier la façon dont on regarde le souvenir
particulièrement dans le milieu légal. Si on regarde du côté des praticiens de l'hypnose, là, on peut effectivement parler de dérive. Parce que si vous regardez ce qui s'est passé dans les années 80-90, à partir du moment où les gens étaient hypnotisés, ils retrouvaient toutes sortes de souvenirs. Souvenirs d'abus sataniques, souvenirs d'être enlevés par des extraterrestres, retournés dans des vies antérieures. Alors, c'est clair qu'il y a eu une dérive de ce côté-là. Et tous ces phénomènes un peu extraordinaire, était évidemment sous la coupole de l'hypnose. Donc la recherche qui s'est faite sur la modification de la mémoire, la malléabilité de la mémoire, a permis de démontrer que la majorité de ces phénomènes étaient en fait des phénomènes suggestifs et avaient peu à voir avec la réalité. Mais il y a effectivement eu une dérive importante au niveau des professions comme la psychothérapie, sur l'utilisation de l'hypnose et surtout sur la confiance qu'on mettait aux souvenirs qui émergeaient de l'hypnose. Et une des choses qu'on comprend mieux aujourd'hui, justement, c'est ce qu'on appelle les dangers de l'hypnose. Alors, l'utilisation de l'hypnose en thérapie ou en clinique comporte en général très peu de dangers. Au niveau de la manipulation consciente, très peu de dangers aussi. Donc, cette idée d'être capable, par exemple, d'hypnotiser quelqu'un, de lui dire qu'à 7 heures demain matin, quand le coq va chanter, tu vas commettre un vol, on sait aujourd'hui qu'en général, ça fonctionne pas. Donc, on a peu d'inquiétude face à ce genre de danger-là. Là où le danger est plus évident, et là ça se retrouve dans des domaines aussi importants que la psychothérapie, c'est que les croyances du thérapeute se transmettent de façon non consciente et automatique à partir du moment où on joue en hypnose avec la mémoire. Et ça, c'est particulièrement important, parce que là, le changement se fait, le souvenir se manipule, change, sans que la personne puisse y faire quoi que ce soit. Et comme on sait aujourd'hui que la mémoire autobiographique, la mémoire de tous les jours, est un processus qui change, qui est fluide, qui est dynamique, de façon naturelle, donc à ce moment-là, l'hypnose vient comme augmenter ce potentiel naturel de la mémoire à se modifier, à se transformer. Et là, il peut y avoir des dangers. Une des théories les mieux connues, pas nécessairement la plus pratiquée, mais les mieux connues, c'est la psychanalyse, qui a comme pierre angulaire le phénomène du refoulement. Le refoulement qui veut que la conscience tienne séparée de la conscience d'elle-même des souvenirs traumatiques, par exemple. Donc, dans cette lignée de théorique, cette idée d'avoir occulté des souvenirs est facilement acceptable. Or, c'est un des concepts les plus acceptés dans la population thérapeutique. Or, il y a un mécanisme qui n'a aucun fondement scientifique et que l'on sait maintenant, pour les gens qui travaillent en mémoire, ne pas exister, n'avoir jamais été démontré, c'est le refoulement. Alors, vous vous retrouvez devant quelque chose que l'on sait chez les spécialistes de la mémoire, et pourtant 90% des praticiens y croient. Donc, comment changer ça est extrêmement difficile, parce que là, vous avez une croyance qui est bien imbriquée là, dans son contexte. Mais avec le temps et l'éducation, je pense que graduellement, ça va arriver. Donc, finalement, Mesmer, c'est du spectacle. Oui, absolument. Et en fait, ce que Jean-Roch Laurence aussi nous dit, et il faut s'en rappeler, c'est que bien souvent, dans les milieux, les amateurs d'OVNI, on retrouve parmi eux des gens qui vont pratiquer l'hypnose. Et comme ils sont membres d'associations sur les OVNI, bien évidemment, ils croient d'emblée à des enlèvements extraterrestres. Donc, ils vont communiquer cette croyance-là aux gens qu'ils vont placer sous hypnose. Et on va voir apparaître des récits d'enlèvement par des extraterrestres. Donc, ce que nous dit Laurence, c'est que ces récits obtenus sous hypnose sont absolument sans valeur. Et c'est assez amusant parce que quand on lit l'ouvrage de John J. Fuller qui raconte l'histoire des Hills, le voyage interrompu, The Interrupted Journey, l'introduction du livre est écrite par le docteur Benjamin Simon. Et le docteur Benjamin Simon, même dans l'édition originale de 1966, il est très clair. Il ne croit pas à la réalité de l'enlèvement extraterrestre et il n'y a jamais cru. Pour lui, en fait, il a utilisé l'hypnose uniquement pour amener les Hills dans un mécanisme psychothérapeutique, les amener à accepter, à gérer cette expérience-là, mais jamais il a endossé cette histoire d'enlèvement par les extraterrestres. Pour lui, il est clair que tout ça n'était qu'un fantasme, et un fantasme alimenté principalement par les rêves de Betsy. Comme je l'ai mentionné, une semaine après l'événement, elle a cru elle a rêvé qu'elle était amenée dans un vaisseau spatial, elle voyait des extraterrestres. Donc, ce récit, cette idée, cette imagerie tirée
inspiré de ses rêves, a alimenté son fantasme d'une réalité de l'événement. Et là, bien sûr, avec les ouvrages qu'ils ont lus, le cinéma, la télévision, il faut se rappeler qu'il y a beaucoup d'émissions de science-fiction à l'époque. On pense à, par exemple, The Other Limits, qui en français était Au-delà du réel, ou The Twilight Zone. Il y avait beaucoup d'émissions qui reprenaient des thématiques extraterrestres. Donc, les Hill ont puisé là-dedans pour finalement inventer ou s'imaginer un scénario qui est ressorti sous hypnose. Mais lorsqu'ils le racontent sous hypnose, ils croient que c'est la réalité. Mais cette réalité-là, c'est la leur. Ce n'est pas une réalité objectivable. Donc, ce témoignage-là, donc on l'a vu, les heures manquantes, elles n'existent pas. Le témoignage sous hypnose est à peu près sans valeur. Et sous hypnose, Betty Hill a raconté cette histoire d'aiguille dans le nombril dont on a entendu une partie de son récit. Ça, cette histoire-là, évidemment, les amateurs d'OVNI ont sauté là-dessus en nous disant « une aiguille dans le nombril, un test de grossesse comme celui-là n'existait pas en 1961 au moment où elle l'aurait subi, n'existait pas non plus en 1963-64 au moment où elle raconte ça sous hypnose. » C'est vrai qu'il y a un test qu'on appelle l'amniosynthèse qui va devenir une pratique courante seulement à la fin des années 60. Mais le fait que l'amniosynthèse, qui consiste justement à introduire une aiguille dans le nombril pour aller chercher du liquide amniotique chez les femmes enceintes, même si c'est vrai que cette pratique est devenue plus courante à la fin des années 60, donc quelques années après le récit de Betty Hill, ça veut pas dire que ça n'existait pas avant. En fait, les premiers tests d'amniosynthèse datent de 1882. Là, déjà à ce moment-là, on peut retrouver dans des périodiques scientifiques des articles qui sont consacrés à ce phénomène-là. Donc, dans les années 40, 50, 60, ce phénomène-là était, sans parler d'une pratique courante dans le milieu de l'obstétrique, c'était quand même une pratique que l'on faisait, qui était connue du milieu médical. Donc, Betty Hill, au moment où elle raconte cette histoire-là de l'aiguille dans le nombril, évidemment, elle a pu aller chercher cette information-là, soit dans la littérature, soit qu'elle l'a vu à la télévision dans un documentaire, mais il n'y a rien de très extraordinaire à l'idée de cette manipulation, cet examen médical qui était quand même bien connu du milieu médical au moment où Betty Hill le raconte. Okay, mais encore à ce jour, toi, t'es persuadé que ces deux personnes-là, malgré le fait qu'ils ont offert leur témoignage sous hypnose et tout ça, ça a l'air d'être un événement extrêmement traumatisant, t'es persuadé que ces gens-là n'ont jamais pensé à berner qui que ce soit? Jamais. Ça pour moi, j'en ai la certitude. Je ne crois pas. Faut quand même se dire, à la fin de sa vie, Betty Hill n'était plus la même Betty Hill qu'elle était là en 1963-64. Là, je veux dire, moi, je l'ai rencontrée dans les années 80. Je l'ai à nouveau. J'ai peut-être une dizaine de rencontres avec elle. Mm-hmm. Bon, c'est sûr que la Betty Hill que j'ai rencontrée en 2002, c'était certainement pas la même Betty Hill qui avait côtoyé le docteur Simon en 1960. Là. Donc, c'est une dame qui vivait dans son fantasme d'enlèvement extraterrestre. Comme je l'ai mentionné, elle était un peu placée sur un piédestal dans cette communauté-là. Donc, elle vivait autour de cette expérience-là. Donc, à ce moment-là, bon, j'imagine qu'elle devait embellir un peu son histoire. Elle racontait des trucs qui étaient un petit peu des fadaises. Mais je te dirais qu'au moment où l'expérience est racontée pour la première fois dans le cabinet du docteur Simon sous hypnose, au moment où elle raconte la première fois ce scénario d'enlèvement, à ce moment-là, il est clair que ni Betty ni Barney Hill tentent de duper le docteur Simon ou qui que ce soit de leur entourage. Ils croient fondamentalement, foncièrement à la réalité de l'expérience qu'il raconte. Sous hypnose, Betty Hill va dire à un moment donné qu'elle est dans le vaisseau spatial, elle échange avec l'un des extraterrestres et elle lui demande d'où ils viennent et l'extraterrestre va sortir une espèce de carte qu'il va lui montrer. Sous hypnose, Betty Hill va redessiner cette carte, une série de points dont certains sont reliés entre eux par des lignes continues, d'autres par des petits traits. Au moment où Betty Hill dessine ça ne représente absolument rien. Cette carte est publiée pour la première fois dans le livre The Interrupted Journey de John Fuller. Et c'est à ce moment-là qu'une astronome amateur de l'Ohio, une certaine Marjorie Fish, on est en 1968 à ce moment-là, en voyant cette carte-là, va se dire, tiens, ça pourrait être intéressant. Et là, elle va se lancer dans une espèce de concept. Elle dit, bon, si ce sont des extraterrestres qui ont enlevé les Hill, ils doivent venir d'étoiles pas trop éloignées. C'est un peu arbitraire là, de penser comme ça, mais bon, elle se dit ça. Et elle dit, ça doit être des étoiles qui sont situées à moins de 50 années-lumière de la Terre. Pourquoi? Je ne sais pas trop. Elle aurait pu prendre des étoiles situées à 100, 300 années-lumière. Qu'est-ce qui nous dit que les extraterrestres sont pas capables de voyager plus que 50 années-lumière? Quoi qu'il en soit, c'est
le postulat de départ de Marjorie Fish, donc de prendre des étoiles qui sont situées à moins de 50 années-lumière de la Terre, et elle choisit des étoiles, bien sûr, susceptibles d'abriter des planètes ayant des formes de vie. Donc, elle fait une espèce de modèle à 3 dimensions, et c'est vrai qu'en faisant pivoter le modèle de Marjorie Fish, on arrive à une vision qui rappelle vaguement la carte de Betty Hill. Et les étoiles à la base de cette carte-là sont les étoiles Zeta 1 et Zeta 2 dans la constellation du Réticulum, 2 étoiles situées à 39 années-lumière de la Terre. Alors, tu comprendras que les amateurs d'OVNI vont sauter là-dessus en disant, voilà la preuve que ce sont des extraterrestres venus de Zeta 1 et Zeta 2 qui ont enlevé Betty Hill. Et crois-le ou non, j'ai lu cette histoire-là de carte de Betty Hill. J'ai encore lu un ufologue qui défendait cette histoire de carte de Betty Hill tout récemment dans un ouvrage publié l'an dernier ou il y a 2 ans. Alors que dans les faits, soyons sérieux, cette histoire-là tient pas la route une seconde. Au moment où Marjorie Fish fait son modèle, on est en 1968, Yannick. Oui. Nos connaissances en astronomie ont énormément évolué depuis. Si on reprenait le même exercice aujourd'hui, Marjorie Fish a pris des étoiles situées à moins de 50 années-lumière de la Terre. Non seulement aujourd'hui, on devrait rajouter 200 étoiles de plus dans son modèle, et aujourd'hui, au moment où Marjorie Fish a fait son modèle, en 1968, elle n'a considéré que des étoiles qui ressemblaient à notre Soleil, parce que c'était à ce moment-là les seules étoiles qu'on croyait susceptibles d'avoir des planètes capables d'abriter la vie. Alors aujourd'hui, on sait que c'est tout à fait faux. Il y a toutes sortes d'étoiles, et particulièrement, par exemple, des naines blanches, que Marjorie Fish n'a jamais considéré dans son modèle, mais qu'on sait aujourd'hui être suffisamment stable pour avoir des planètes ayant des formes de vie. Bref, si on devait refaire le même exercice en utilisant les mêmes paramètres que Marjorie Fish a utilisés en 1968 pour faire sa carte, non seulement on n'aurait pas du tout les mêmes étoiles, il faudrait en enlever, il faudrait en rajouter, et ensuite de ça, toutes les étoiles qu'on récupérait étaient des étoiles qui n'étaient même pas considérées à l'époque de Marjorie Fish. Donc, le modèle qui nous est proposé est tout à fait caduc et n'a absolument aucun sens. Christian Donc, Page. les éléments que les amateurs d'OVNI nous présentent pour supporter cette histoire, oui, ce sont les heures manquantes qui fondent au soleil, qui fondent comme neige au soleil quand on considère les événements qui se sont réellement produits sur la route, le témoignage sous hypnose qui ne vaut à peu près rien, et même Benjamin Simon, le thérapeute, qui a placé les Hills sous hypnose lui-même, n'accordait aucun crédit à ce récit de l'enlèvement, le test de grossesse qui ne tient pas non plus la route parce que, bien sûr, il n'a absolument rien de fantastique à raconter une histoire comme ça dans les années 60, quand on sait que ce test-là existait déjà depuis la fin du 19e siècle. Et ensuite, cette histoire de carte, dernier élément, dernier rempart de l'histoire, cette carte-là s'effondre également dès qu'on se met à considérer les connaissances astronomiques que l'on avait en 1968, au moment où cette Marjorie Fish va faire son modèle, et nos connaissances en astronomie d'aujourd'hui. Donc, on aurait 2 modèles qui seraient tout à fait différents. Est-ce que c'est dire que l'histoire de Betty de Barney Hill est absolument sans valeur? Absolument pas. Et c'est là qu'il faut absolument être très prudent lorsque l'on parle de cette histoire-là. L'histoire de Betty de Barney Hill, je comprends que pour les amateurs d'OVNI, le point fort de ce récit, c'est le segment de l'enlèvement par des extraterrestres. Oui. Mais en réalité, quand on regarde cette histoire, c'est 2 histoires en une. On a un premier récit, un récit que les Hills se rappellent de manière tout à fait consciente et qui n'est pas raconté sous hypnose. C'est le récit de l'observation de l'objet. Ils sont dans les montagnes blanches, ils voient cet objet qui zigzague entre la cime des montagnes, ils l'observent, parfois il semble planer au-dessus de la route. Barney Hill s'éloigne à travers champs avec une paire de jumelles, distingue un objet dont il peut voir des structures. Toute cette partie-là du récit, c'est une partie qui ne provient pas de mise sous hypnose. C'est un récit qui est spontané des Hills. Ils se rappellent parfaitement ces événements jusqu'à leur retour chez eux. Un retour qui, effectivement, se produit 1h30 après les événements, c'est-à-dire 1h30 plus tard que la projection qu'ils avaient faite de leur retour à la maison. Mais on comprend pourquoi il y a eu ce temps manquant sur la route qui n'a rien à voir avec un enlèvement extraterrestre. Donc,
Le récit lui-même de l'observation, il est tout à fait convaincant. D'ailleurs, dans une correspondance entre Benjamin Simon et un auteur sur les ovnis, Benjamin Simon avait écrit dans sa lettre, il avait dit, écoutez, je reste persuadé que les Hill ont bel et bien vu un objet volant non identifié alors qu'il circulait dans les montagnes blanches, mais de prétendre qu'ils ont été enlevés par des extraterrestres, je maintiens mon point, cette histoire-là est un pur fantasme. Donc, ce qui est surprenant de cette histoire, c'est qu'il est facile aujourd'hui, avec les connaissances que l'on a, il est facile en se rendant sur place de voir un peu ce qui s'est produit, comment le fantasme est né, où il prend racine. Il est facile de démonter les éléments que proposent les ufologues pour justifier l'adhésion à une hypothèse extraterrestre. Et pourtant, cette histoire continue d'être véhiculée comme étant l'une des meilleures histoires d'OVNI de tous les temps. Sinon, l'histoire qui a mis sur la carte, si je puis dire, les soi-disant enlèvements par des extraterrestres, alors que ce récit de l'enlèvement est excessivement faible. On fait une courte pause, on revient. Radio X Files avec Christian Page et Marceau de Radio X. Merci d'être là, Christian. On est rendu à la période de questions et on va commencer par la première que j'ai ici. Est-ce que Christian Page va venir faire son tour à Québec pour des conférences dans les prochaines semaines? Oui, effectivement, dans les gens qui veulent savoir un peu quel est mon agenda de conférences, je les invite à visiter ma page web, le www.christianpage.ca. Donc déjà, j'ai plusieurs conférences dans la région de Montréal. J'en ai aussi également de prévues pour Québec. Donc déjà le 29 septembre prochain, je serai, pour les gens qui nous écoutent soit par podcast ou qui nous écoutent par le web, je serai dans la région de Saint-Hyacinthe. Ensuite, donc le 29 septembre à Saint-Hyacinthe. Ensuite, j'en ai sur la rive sud de Montréal, donc à Longueuil, Montréal. Et le 3 novembre, je serai à Québec pour une conférence qui va s'intituler « Nos ancêtres les extraterrestres » avec un point d'interrogation à la fin. Donc, on va essayer de revoir l'ensemble des éléments qu'on y présente dans cette fameuse série. Je pense que les gens la connaissent bien, qui présentait Historia, donc nos ancêtres les extraterrestres, qui joue depuis plusieurs années maintenant. On va essayer de regarder certains des éléments qu'on nous présente et est-ce que la seule explication, ce sont réellement les extraterrestres ou est-ce qu'il y aurait des explications alternatives? Donc ça, c'est le 3 novembre, ça va se tenir pour les gens de Québec, c'est à l'Université Laval. Pour les autres conférences, soit comme je l'ai mentionné, le 29 septembre à Saint-Hyacinthe ou les autres sur la rive sud de Montréal ou à Montréal, donc le www.christianpage.ca. Yes, on a un auditeur qui nous a envoyé une observation qui a fait à Québec. Ça se déroule le 8 septembre 2018 vers les alentours de 21h39. La personne est au Parc des Braves. Elle regarde vers le nord. Parc des Braves, c'est entre chemin Sainte-Foy puis boulevard Charret. Et je vous dis qu'elle regarde à peu près vers Saint-Sauveur là, ou encore vers les montagnes. L'observation est disponible sur notre page Facebook Radio X-Files. On parle de parachutes avec des flares. Ouais, bon, moi, je n'ai aucune raison de mettre en doute le témoignage qui m'a été communiqué. Donc, le type me semble tout à fait honnête. Il me dit, voilà, j'ai filmé ça. Il me donne les coordonnées, les conditions dans lesquelles il a observé ça. Donc, moi, je regarde l'image. Il faut le dire tout de suite, c'est pas quelque chose de très spectaculaire. On voit pas une machine avec des fenêtres et des petits bonhommes derrière les fenêtres. On voit, ce sont deux lumières qui s'allument et s'éteignent. La façon dont les lumières s'allument et s'éteignent, c'est vrai qu'on a l'impression, ça fait immédiatement penser, et ça a été ma première réaction en 5 secondes, Christian. Ça me fait penser à un feu, comme ou des flares ou ou encore des lanternes thaïlandaises. Mais on ne les voit ni monter. Ça serait le cas avec des lanternes thaïlandaises. On ne les voit pas descendre non plus comme si c'était un flare. Donc, je lance un appel aux gens de la région. Est-ce que vous avez vu ce phénomène-là et est-ce que certains d'entre vous auraient utilisé des pièces pyrotechniques ou auraient une idée précise de ce que notre observateur a vu? Même si, pour l'instant, bien sûr, je favorise ou bien les lanternes thaïlandaises ou des feux, des pièces pyrotechniques comme des parachutes flares, par exemple. Christian Page, christianpage.ca, un gros merci. Je te souhaite de passer une belle fin de semaine. Puis on se revoit, on se rejase vendredi prochain. Absolument. Bye bye. Même chose pour les auditeurs. Bonne fin de semaine. On se rejoint.